Avant que l'on ne démarre cette table ronde, juste m'adresser à vous pour vous dire que nous sommes dans un think tank. Donc l'objectif est moins de vous présenter ce qui se fait que ensemble d'essayer d'imaginer, de lancer des pistes sur ce qui pourrait exister dans les prochains mois, dans les prochaines années. Évidemment, avec en ligne de mire Paris 2024, et c'est ça qui a été l'origine de la convention qui a été signée entre Pleine Commune, le Pôle Média Grand Paris et Orange. Donc n'hésitez pas à un moment à lever la main. Vous allez voir, on va vous laisser le temps de pouvoir intervenir, d'interpeller les personnes, de réagir et d'évoquer des pistes. Pervenche le disait, à l'automne, il y aura un hackathon qui va être organisé par le Pôle Média Grand Paris. Ça sera l'occasion pour peut-être un certain nombre d'idées qui auraient germé ici, de pouvoir se transformer un peu plus en un pitch et puis demain peut-être en une création d'entreprise. Alors, cette table ronde, on l'a bien présentée jusqu'à maintenant au travers des expériences et des réalisations qui ont été faites. Elle a pour but de traiter de sport, accessibilité et comment on va pouvoir demain vivre autrement avec de nouvelles expériences les événements sportifs, voire les événements culturels. Vous avez tous, je suppose, j'espère, un jour vécu l'expérience d'assister à une retransmission sportive sur un lieu, un match de foot, une compétition d'athlétisme ou d'autres types d'événements, et puis vous les avez regardés à la télévision. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, finalement, j'ai vachement plus d'informations quand je suis devant ma télévision que quand je suis dans le stade. J'ai des statistiques, les commentateurs qui m'expliquent, et je me retrouve avec deux expériences qui ne sont pas du tout les mêmes. Et si vous avez vécu l'expérience d'être dans un stade avec une compétition d'athlétisme, pour ma part, j'ai vécu pas très loin d'ici, en 2003, les championnats du monde d'athlétisme qui étaient organisés à Saint-Denis. Il se passe des tas de choses sur le stade et vous êtes un petit peu décontenancé. Alors, il y a des grands temps forts. Hein. Il y a la finale du 4x 100 mètres féminin qui est exceptionnelle parce que ça se fait en même temps que le saut en longueur de Nice Barber et vous avez une hystérie dans le stade qui ne peut absolument pas traverser le poste de télévision et donc qui fait que, évidemment, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, finalement peut-être un mauvais match vécu ou une mauvaise compétition vécue sur place, c'est toujours autre chose que de vivre ça chez soi. Mais c'est vrai que quand on le regarde à la télévision, on va le vivre autrement. Et c'est vrai que tous ces écrans que vous avez tous, parce qu'aujourd'hui on a cette chance d'avoir un public de choix, donc je vois quasiment chacun a un écran dans sa main, tous ces écrans, tous ces objets connectés qui sont en train de se développer de plus en plus, ouvrent des perspectives intéressantes. Et donc il faut y réfléchir. Et il faut y réfléchir avec ce regard qui est celui du sport et des événements sportifs. On voit bien, là, on a eu une présentation d'une réalisation qui est faite dans un contexte. Il faut maintenant imaginer ce que Horizon peut faire ou ce que Streetco peut développer. Comment ça peut venir enrichir la retransmission sportive, l'événement sportif vécu sur place, dans une fan zone ou devant son écran de télévision. Alors, nous avons pour cette table ronde plusieurs intervenants. Je vais leur laisser à chacun, donc je vais les présenter rapidement et leur laisser le temps de se présenter, surtout par eux-mêmes, et de vous dire ce qu'ils font sur cette thématique du sport, de l'accessibilité et des nouvelles expériences. Et puis ensuite, nous débattrons, nous échangerons, et c'est là où je vous demande d'intervenir et de ne pas hésiter à venir les interpeller. Alors, nous allons commencer par Riyad Salem. Donc vous êtes champion paralympique, ambassadeur de Paris 2024. Votre expérience sur le sport en tant que pratiquant, en tant que passionné aussi, je pense, de sport, c'est quoi aujourd'hui? Vous le vivez comment? Et hop, voilà, micro. Là, c'est une vaste question. C'est une vaste. Au moins déjà vous présenter et raconter votre parcours. Alors, il faut que... parce que là, il y a plusieurs choses. Alors mon parcours. Racontez votre parcours déjà pour démarrer. Alors, et puis... Mon parcours, il est assez atypique. J'ai d'abord commencé par la natation. J'ai été en équipe de France de natation. Et après, j'ai fait 18 ans d'équipe de France de basket. Et après les Jeux de Pékin en 2009, j'ai pris ma retraite et je me suis fait embrigader par l'équipe de France de rugby. Donc, voilà un petit peu...
Donc, et actuellement, je suis en équipe de France de rugby fauteuil. Donc voilà, la passion, oui, le sport, c'est évidemment quelque chose qui a construit ma vie, qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui, parce que dans beaucoup de disciplines, malheureusement, on ne vous donne pas votre chance. Et le sport vous permet voilà, d'avoir la chance d'exprimer des talents. Et ce que j'aime dans le sport, c'est que l'échec fait partie de la vie et elle est acceptée et elle est constructive. Et on nous autorise à nous planter. Et des fois, on nous plante tellement bien qu'on pousse et on devient des grands arbres dans nos passions. Donc voilà. Oui, j'ai le souvenir d'une intervention de Tony Estanguet, qui n'était pas encore 3 fois champion olympique et qui recevait une ovation quand il est arrivé sur scène. Et il a demandé au public d'arrêter cela. Et il a dit, vous savez, vous m'applaudissez parce que j'ai 2 médailles olympiques, mais j'ai perdu combien de courses pour en arriver là? C'est ça, oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans la philosophie du sport, c'est cette notion du dépassement, cette notion du possible. Alors, je vais revenir un petit peu sur ma carrière. Pourquoi natation? Tout simplement, c'est que j'étais pas non plus hyper fan de natation, mais j'étais doué. Mais ma passion, c'était le basket. Et on m'expliquait que pour faire du basket, il fallait des mains. Donc c'était une réalité très factuelle. Et comme quoi, quand on s'autorise à essayer, à tenter, ça peut créer des choses un peu magiques. Donc j'ai réussi à faire du basket. J'ai fait 18 ans d'équipe de France de basket, une des plus longues carrières. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux, et à l'époque, je ne sais plus si c'était le Rotary Club ou le Lions Club qui nous offrait une sortie tous les ans, vous savez, pour les enfants handicapés ou les enfants malades, et j'ai découvert le cirque d'hiver, les jongleurs. Et je me suis dit, si les gars ils sont capables de tenir des assiettes sur le bout du nez, sur les coudes, je pense que je vais arriver à tenir un ballon avec mes moignons. Et donc voilà, l'inspiration, elle peut être un petit peu partout. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a énormément d'informations, tout à l'heure notre ami du CC Foot qui disait on n'a pas cette information. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment 0 information. Et maintenant, avec la technologie, on en a peut-être trop. Et comment on fait le tri dans tout ça? Et le sport est vraiment quelque chose qui va pouvoir permettre d'accompagner ce tri, d'amener ces solutions, parce que le sport a cette capacité de fédérer, de rassembler énormément de gens autour du sujet. Et quand vous êtes en capacité de rassembler des gens, vous pouvez transmettre énormément d'informations. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, c'est à peu près 5 milliards de téléspectateurs actuellement. Peut-être que dans le futur, ça sera beaucoup plus parce que tous les pays maintenant sont connectés, même si des pays n'ont pas forcément des grandes chaînes de télé dans le fin fond du Sahel. Maintenant, moi, quand je me balade partout dans le monde, vous allez n'importe où, les gens, ils ont leur smartphone. C'est assez impressionnant de voir comment la technologie a transformé les comportements, même à l'autre bout du monde. Et donc, avant de passer la main, mais pour rebondir ensuite sur la question, aujourd'hui, quand vous regardez ce smartphone, quel est le premier moment que vous vous dites « Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir » dans votre façon de vivre le sport? Dans ma façon de vivre le sport. Oui, dans la façon de vivre le sport. Il y a quelque chose qui m'avait épaté il y a quelques années, quand j'étais au Brésil, c'était de voir tous ces gens qui se rassemblaient dans le stade et qui étaient avec leur poste radio collé à l'oreille. Alors qu'en France, on n'a jamais un truc comme ça. Mais parce qu'ils avaient besoin d'aller chercher l'information encore plus loin. Ce que vous disiez tout à l'heure. Et je pense que le smartphone, demain, va pouvoir permettre ça, de se connecter, ça veut dire de vivre le match en vrai, avec cette grande communion avec les 80 000 personnes qui seront peut-être au Stade de France, mais en même temps d'aller chercher les informations que l'on souhaite. Alors moi, je n'ai pas la mémoire des prénoms des joueurs, et je suis super content quand je vois apparaître les prénoms des joueurs, parce que je peux dire « Ah, t'as vu Mbappé, il a fait ça », ou alors que des fois, t'es un petit peu ridicule, parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de dyslexie ou d'illettrisme. Alors moi, je suis dyslexique, je me rappelle jamais des prénoms. Alors c'est terrible. Donc je cumule les handicaps. Et donc d'avoir ce type d'information, parce que quand vous échangez avec les gens, ils vous parlent de personnes, ils donnent des prénoms. Et moi, je suis même en équipe de France, quand le coach me donne des informations, c'est quoi le numéro? Et donc peut-être qu'avec ce petit outil, j'aurais plus ce problème-là et je pourrais suivre une conversation et comprendre que, tiens, il parle de tel joueur qui est en train de galoper là. Donc ça, je pense que ça peut être une solution pour les dyslexiques comme moi. Donc l'enrichissement. Absolument. Je vais passer à... excusez-moi.
Joris délivré. Voilà, vous pouvez. Mélorme, excusez-moi, j'ai peut-être. Oui, c'est ça, Mélorme. Vous êtes chef de projet paralympique et pôle de référence inclusif Prisme au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Vaste mission. Et aujourd'hui, dans cette mission, quelles sont les directions que vous prenez par rapport à ces événements qui arrivent et cette problématique d'accessibilité? Alors oui, il y a deux sujets pour le conseil départemental. Donc le conseil départemental qui est partenaire de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc il y avait une mission de surveiller, regarder et être à la hauteur des attentes sur les Jeux Paralympiques. Donc ça, c'est une partie de ma mission. Et l'autre mission qui m'a été confiée par le conseil départemental, c'était de porter un projet innovant d'équipement sportif dédié à tous. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain. Et avec pour spécificité d'être réalisé en conception universelle. Donc ça, c'est une dimension qui n'avait pas encore été suffisamment abordée dans la conception d'équipements sportifs. Et c'est-à-dire qu'on a décidé de, au-delà du vote d'une enveloppe budgétaire pour construire l'équipement sportif, de se concentrer sur les besoins des futurs utilisateurs pour définir le projet. On avait vraiment envie de faire les choses différemment, à savoir de ne pas penser un projet et ensuite de voir comment est-ce qu'on pouvait l'aménager en fonction des différents futurs usagers, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient valides, qu'ils soient mal marchands, qu'ils soient accidentés, qu'ils soient des personnes, des seniors en perte d'autonomie, etc. Donc pour ce faire, ça mérite de réinterroger pas mal de manières qu'on peut avoir de travailler, qu'on peut avoir de porter un projet, notamment en maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur une phase de recueil des besoins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement original auquel le département a voulu donner un véritable coup d'accélérateur en garantissant un investissement, en le portant dans le cadre de l'accueil de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, avec une sortie qui est prévue avant 2024, pour justement montrer, illustrer comment la conception universelle appliquée à un projet bâtimentaire et tout spécifiquement à un projet d'équipement sportif peut transformer la manière qu'on a d'appréhender ces questions. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées depuis ce matin, qui se retrouvent déjà dans l'ADN du projet. On a parlé des similarités entre les différents types de handicap et puis d'autres situations qui peuvent constituer des situations de handicap. Je pense à l'illettrisme que Stéphane évoquait tout à l'heure. Bien sûr, on a ces questions-là sur les déficiences intellectuelles, les handicaps cognitifs, où on va avoir des problèmes d'illettrisme qu'on va retrouver également. Et pour un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis, où la population est extrêmement multiple, plurielle, qui peut parler plusieurs langues, qui peut se retrouver confrontée à une multiplicité de situations de handicap, c'était extrêmement important pour nous de prendre en compte toutes ces dimensions pour proposer quelque chose qui soit le plus inclusif possible de manière native. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas rajouter des améliorations derrière, mais ça veut dire que dès la phase de conception, on essaie d'intégrer tout ça. On en a parlé tout à l'heure avec Horizon, on en parle nous aussi avec d'autres partenaires qui se rapprochent de nous. Le fait d'avoir une localisation à l'intérieur de l'équipement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des sujets que j'aimerais évoquer avec Orange par la suite. On a parlé tout à l'heure de l'acoustique et des publics en situation de handicap, notamment les troubles du spectre de l'autisme, où là aussi, on a vraiment besoin de réfléchir dès la conception de l'équipement sportif à comment est-ce qu'on va pouvoir permettre la pratique, notamment de jeunes ou d'adultes autistes, qui peuvent être perturbés par une hyperacousie, par les bruits environnants. Donc toutes ces choses-là, on essaie de les prendre en compte dès la phase de conception, et donc on s'appuie sur les associations, sur les comités régionaux, sur l'université Paris 13 et sur les autres universités du territoire de la Seine-Saint-Denis. Je salue M. Goldberg qui est là de Paris 8, pour justement avoir toute cette phase de recueil des besoins et proposer un projet qui soit le plus, alors parfait ça n'existe pas, mais qui tende le plus possible vers l'accessibilité universelle de manière native, en s'autorisant derrière à pouvoir rajouter des technologies qui verront le jour entre maintenant et 2023. Il y a notamment l'IFI pour le repérage à l'intérieur du bâtiment et Horizon dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors justement, je rebondis, vous avez le micro. Mathieu Despérou, vous êtes agent de développement au comité régional d'Île-de-France Handisport. On évoquait donc les besoins. On a aussi beaucoup évoqué le fait que finalement l'inclusion, c'est peut-être inclure les publics qui n'est pas en situation de difficulté parce que ça peut lui faire vivre autre chose. Quels sont les grands besoins que l'on a aujourd'hui recensés et qui n'ont pas aujourd'hui de solutions satisfaisantes pour lesquelles il faut apporter des solutions? Pour les personnes en situation de handicap, c'est ça? Ou les deux, il y a, plus largement. Pour les personnes en situation de handicap, notamment le handisport, il y a monsieur tout au fond qui a intervenu tout à l'heure sur la fédération de handball,
par rapport au manque de communication qu'on a. C'est vrai que c'est un besoin qu'on a vraiment, c'est-à-dire qu'on a très peu de streaming, très peu de diffusion télé. Les Jeux paralympiques, ça monte petit à petit, mais les événements nationaux, notamment le championnat de France de Sartrouville, qui se déroulait il n'y a pas si longtemps, on ne voyait pas grand-chose. Voilà. Donc là, on essaye de développer ça au niveau régional. C'est quand même une mission assez importante, mais très difficile à mettre en place parce qu'il faut des compétences énormes pour mettre en place une plateforme de streaming, etc. Et un budget, ça faut l'entendre aussi, qui n'est pas forcément toujours accessible pour les comités départementaux, régionaux ou les clubs. Voilà. Donc ça se développe petit à petit et j'espère en tout cas que ça viendra. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment et c'est peut-être là où les nouvelles technologies peuvent aider, il y a aussi parfois, notamment quand on parle de handisport, une difficulté à comprendre la mécanique du sport, parce que les utilisateurs sont habitués à un sport classique, entre guillemets, et ils se retrouvent avec d'autres règles, avec d'autres fonctionnements. C'est pas toujours évident de comprendre les règles. Donc, ce besoin d'enrichissement pour réussir à comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a un moment, il devient évident. L'image seule ne suffit pas. Bien sûr, non, l'image seule ne suffit pas. Il faut des commentateurs, il faut sensibiliser le public sur les sports, donc notamment aux sensibilisations handisport que Riyad fait beaucoup aussi, il me semble, avec le CAPSA, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, nous on en fait aussi quelques-unes. Expliquer l'intérêt, un de nos objectifs, c'est nous ouvrir vraiment aux personnes valides au niveau de la communication. Nos réseaux sociaux, etc., sont beaucoup consultés par nos licenciés et très peu par des personnes extérieures au mouvement. C'est assez difficile de s'orienter vers ça. En tout cas, nous, on n'a pas encore trouvé la solution ultime, mais on tend vers cette politique, en tout cas. D'accord. J'allais vous passer la parole. Donc, vous êtes Aude Moulin de Lalande, vous êtes chef de projet sport à Paris 2024 à AFP France Handicap. Justement, aller faire vivre ce sport et ce handisport de manière différente, vous travaillez dessus, vous avez aujourd'hui des pistes de réalisation? Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'expliquait Mathieu à l'instant. Effectivement, en termes de pédagogie, il y a un gros travail à faire parce que si on prend ne serait-ce que la finale du 100 mètres, qui est l'épreuve phare des Jeux Olympiques, là où sur les Jeux Olympiques, il va y avoir 2 finales du 100 mètres, une finale homme et une finale femme. Pour les Jeux paralympiques, il y en a 16, 8 hommes et 8 femmes. Donc il y a quand même toute une pédagogie à faire pour comprendre toute cette histoire de catégorie et c'est le gros travail qu'effectue le comité paralympique. C'est son travail et nous on essaye d'appuyer là-dessus parce que pour présenter rapidement APF France Handicap, donc c'est la première association de défense des droits des personnes en situation de handicap. On a environ 100 000 acteurs, on a 450 établissements et structures médico-sociales, 50 entreprises adaptées. Donc on a la chance d'avoir une force de frappe et un vivier aussi d'acteurs potentiels qui est assez important. Donc on a l'APF est représentée au sein du COJO, donc de son conseil d'administration, en la personne d'Alain Rochon, son président. C'est aussi un outil supplémentaire et a décidé de recruter il y a quelques mois une chef de projet sport Paris 2024. L'idée pour nous, c'est de développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap, puisqu'il faut savoir que chez ce qu'on appelle les valides, il y a 22% des personnes qui pratiquent une activité physique et sportive. Si on parle des personnes en situation de handicap, on retombe à 5%. Donc il y a déjà un gros travail à effectuer là-dessus. Nous, on a des conventions avec la Fédération française handisport, avec l'UCPA, qu'on compte bien reconduire et partager de plus en plus pour permettre, nous, à nos usagers et nos adhérents de pratiquer un sport au quotidien. On essaye aussi d'être acteur des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, de par notre statut, on est forcément derrière les Jeux paralympiques, mais on veut aussi être acteur des Jeux olympiques par plusieurs canaux, notamment l'accessibilité dont on a parlé tout à l'heure. Et quand on dit accessibilité, effectivement, pour nous, l'accessibilité, elle ne démarre pas à l'entrée du stade, elle démarre bien évidemment dans les transports, ça c'est évident, mais on n'a pas trop parlé de la billetterie. Une billetterie accessible, c'est quand même important, notamment pour les personnes déficients visuels. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a quand même des milliers et des milliers de personnes en situation de handicap qui vont venir pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Il faut falloir les héberger, ces personnes-là, et donc en termes d'hôtellerie, en termes
de Airbnb, tout ça. La loi Elan est très importante là-dessus. Donc bien sûr, après, il y a tout ce qui est transport en commun. Et une fois qu'on est dans le stade, il y a effectivement l'expérience du spectacle sportif. Et donc là, on espère qu'il y a beaucoup d'outils qui sont développés là-dedans. Et c'est un petit peu la troisième partie que nous, on souhaite développer. C'est ce qu'on a appelé innover et entreprendre. Donc on arrive bien sûr en soutien d'applications avec APF Lab. On arrive aussi dans des groupes de consultation sur le pôle, sur Prism. Voilà un petit peu toutes les actions que peut mener l'association en faveur du spectacle sportif. Bien. Alors, je vais vous passer la parole, Monsieur Humili. Vous êtes chez Orange dans la direction accessibilité. Orange travaille sur des outils, des solutions, et vous en avez, je crois, une ou deux à nous présenter pour alimenter le débat et démarrer l'échange autour de ce que pourraient être des solutions qui aujourd'hui n'existent pas et que l'on pourrait faire exister demain. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, à la direction accessibilité du groupe Orange, on a plusieurs missions. Je vais peut-être en citer deux ce matin. La première, ça a été pas mal évoqué, c'est de sensibiliser en fait nos équipes internes chez Orange, en particulier nos équipes commerciales, à l'accessibilité. Donc, par exemple, nous formons environ 150 à 200 conseillers clientèle chaque année à l'accessibilité de nos produits, de nos services, de nos solutions, de nos applications. Un autre rôle, c'est de porter des projets afin que nos clients, donc en situation de handicap, puissent trouver chez Orange des solutions qui conviennent et qui soient adaptées, ou en tout cas le plus adapté possible, parce qu'il faut rester très modeste en la matière, mais le plus adapté possible à leurs besoins, à leurs attentes. Et on est persuadé que effectivement l'innovation, c'est vraiment un facteur important, un levier important d'inclusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans rentrer dans les arcanes de l'organisation d'Orange, mais nous sommes donc au niveau de la direction accessibilité rattachés à la division technologie et globale innovation, parce qu'il y a vraiment des ponts très importants avec l'accessibilité. En discutant hier, en préparant un petit peu cette table ronde avec Stéphane, voilà, j'ai pensé à quelques solutions qui sont déjà très avancées aujourd'hui, qui peut-être, c'est vous qui nous le direz en fait, hein, on est là pour échanger, ce sont des idées comme ça qui sont lancées, qui peuvent peut-être améliorer, renforcer l'expérience spectateur sur des événements sportifs. Le premier exemple que j'ai proposé à Stéphane, c'est la Dot Watch. C'est une montre connectée en braille que je pourrais vous montrer après la table ronde un peu plus précisément. Cette montre connectée en braille, c'est une première mondiale. Je parle sous votre contrôle, mais je ne crois pas que ça existe. On travaille avec une start-up. Vous avez évoqué les start-up. Donc une start-up qui est une start-up coréenne et qui a développé cette montre connectée en braille. Parmi les fonctionnalités, il y a la possibilité de recevoir des notifications ou des courts messages donc sur la montre depuis le smartphone en braille. C'est du braille intégral, hein, c'est pas du braille abrégé, c'est sur 4 cellules, donc ça nécessite en effet une petite adaptation et nous sommes aussi en partenariat avec l'association Handicap Zéro pour nous aider aussi à évaluer aussi la pertinence de cette solution. Alors, dans le cadre des événements sportifs, moi, ce que j'imaginais, c'est qu'on pourrait, Riyad Salem parlait des spectateurs au Brésil qui ont la radio en direct pendant le match. On pourrait tout à fait imaginer que pendant le match, le spectateur
puisse recevoir en complément d'autres dispositifs comme l'audio-description dont vous parliez tout à l'heure, mais des notifications, des résultats sportifs des autres matchs, de la composition de l'équipe, des statistiques, par exemple des statistiques de performance des athlètes. Voilà, par exemple, ce type d'information en temps réel est adapté donc, aux personnes donc, braillistes. Voilà, c'est une première piste. En tout cas, l'expérience utilisateur, tous les retours que l'on a au travers de cette montre sont plutôt très positifs. Le deuxième exemple que j'ai proposé, c'est un coussin connecté. Alors, un coussin connecté, donc là aussi nous travaillons avec une start-up qui s'appelle Fingertips, qui a gagné le concours Lépine d'ailleurs. Et moi, avec mes collègues de la direction accessibilité, on a vraiment flashé sur ce coussin connecté. Ce coussin connecté, il se connecte alors, il s'adresse en première intention, je dirais, et il a plutôt été conçu pour ça, à des personnes âgées, fragiles, dépendantes, assez sédentaires, et qui ne sont, pour lesquelles, je dirais, les nouvelles technologies sont un petit peu un facteur de stress et sont un peu effrayantes. L'idée, c'est que ce coussin, en fait, il est connecté à la télévision. La télévision, c'est vraiment la fenêtre, l'ouverture sur le monde pour beaucoup de personnes âgées, notamment, qui sont sédentaires. Ce coussin est connecté à la télévision et il va en fait permettre de recevoir très facilement, simplement, je sais pas si, en appuyant sur les icônes donc, qui sont imprimées sur le coussin, de recevoir des photos, des vidéos, des petits messages qui sont envoyés par la famille, les proches, des aidants, et qui donc permettent de conserver, pour des personnes un petit peu parfois isolées, le lien social. Dans le cas de Human to Sport, on pourrait tout à fait imaginer que les personnes concernées puissent recevoir... alors, si je voulais vous citer, pour illustrer mon propos, l'exemple de Nevers. La start-up teste sur Nevers le coussin dans un EHPAD. Et la municipalité de Nevers a pris une initiative très intéressante. Elle fait de la captation d'images et elle retranscrit en direct des pièces de théâtre qui se jouent au théâtre de Nevers. Et sur l'expérimentation qui est menée donc à l'EHPAD, eh bien, les personnes de l'EHPAD peuvent, en direct, grâce à ce coussin, très facilement voir les pièces de théâtre qui sont jouées dans donc, le théâtre de Nevers. Et tout ça très facilement, sans avoir besoin d'utiliser une tablette, sans savoir utiliser un ordinateur, se connecter à Internet, etc. Voilà. L'idée peut-être ici, ça pourrait être d'utiliser ce coussin pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer. C'était par exemple ce que disait la jeune femme qui témoignait tout à l'heure en vidéo. Eh bien, de pouvoir très facilement avoir des retransmissions d'événements sportifs, voilà, sans être pour autant très à l'aise avec les nouvelles technologies. Voilà. Ce sont deux exemples que je voulais vous proposer, et ce sont en tout cas des objets qui aujourd'hui fonctionnent déjà, même si on a encore besoin de travailler. On travaille avec des associations pour améliorer, je dirais, l'ergonomie. Voilà. Merci. En tout cas, ça traduit bien une chose, ce rapide tour de table, c'est que d'un côté, on a un besoin, et de l'autre côté, il y a des solutions. Et le match entre les deux ne se fait pas toujours. Et donc, c'est bien là le cœur du problème, parce que on a vu Horizon, il y a Strico, il y a votre montre, il y a ce coussin. Peut-être demain, il y aura une housse Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, c'est pour faire du théâtre ou paralympique. Aujourd'hui, c'est pour diffuser du théâtre. Donc, comment
À un moment, peut-on essayer de faire que ce besoin rencontre ses possibilités techniques? Riyad. Je veux bien rajouter un petit élément sur ce besoin et ses possibilités techniques. C'est aussi une question de culture. Et vous avez beau avoir des nouvelles technologies, il y a énormément de gens qui culturellement n'adhèrent pas à ces nouvelles technologies. Je prends l'exemple de ce qu'on vient de faire il n'y a pas si longtemps que ça avec le comité paralympique et la relève. Dans notre mode de fonctionnement associatif en handisport, on a énormément de mal à recruter. Et là, pour la relève, il y a une agence qui a fait toute une communication sur les réseaux sociaux. Les estimations au départ des équipes étaient, bon, si on a une 50aine de personnes, on sera content. Parce que sur le terrain, la réalité, et on ne touchait pas le même public. Et on a eu plus de 700 inscrits. Et donc, l'impact qu'a les réseaux sociaux aujourd'hui, nos modes de fonctionnement, nos cultures ne sont pas encore adaptés à ça. Donc il y a aussi, au-delà des technologies qu'on va pouvoir faire émerger, moi je suis aussi dans ce milieu avec Paris 2024 et je parraine avec Sarah Ouramoun et le professeur Younous ESS 2024. Quand on voit toutes les startups, les solutions qu'elles apportent, c'est juste hallucinant. C'est waouh, on est déjà rentré dans le 3e millénaire. Et après, il y a ce problème de culture, et il y a un deuxième problème qui est aussi une réalité factuelle, c'est le coût. Tout le monde n'a pas accès à ces technologies parce que tout le monde n'a pas les moyens. Donc même si demain, moi j'ai vu des espèces de scaphandres, on vous habille comme une combinaison de plongée et vous avez les sensations et vous pouvez avoir un casque à 360 degrés et vous choisissez le sportif que vous voulez être et vous vivez l'action du sportif, c'est génial. Je me suis dit, ça, on est déjà rentré. Demain, ça veut dire que je suis le futur Usain Bolt et je cours en mode Usain Bolt. Sauf que je n'ai pas les moyens de l'acheter, ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que même si la technologie arrive, les moyens, le fait qu'on va faire évoluer tous les modes, ça a un coût. Et il y a des choses aussi où c'est assez intéressant, c'est que par exemple sur la médiatisation, on le voit aujourd'hui, avant on n'existait pas médiatiquement parlant, en e-sport, sport adapté. Aujourd'hui on existe avec les réseaux sociaux, on a quasiment nos mini-chaînes, nos clubs, on a toujours quelqu'un qui filme des matchs avec son portable. Et au fur et à mesure ça arrive. Mais comme culturellement, notre monde n'est pas encore prêt à aller se connecter, eh ben, il y a ce fossé. Et je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas de quelle manière, mais faire avancer aussi les mentalités sur ce sujet et montrer que c'est un atout et un avantage. Moi, je sais que dans mon club, comme tu en as parlé tout à l'heure, on a un club de rugby fauteuil. Et le rugby fauteuil, ce sont des personnes tétraplégiques. Et aujourd'hui, il y a quelques années, je pense que ça aurait été impossible que ces personnes viennent dans notre club avec une autonomie. Mais aujourd'hui, ils ont le smartphone. Donc, ils appellent quand ils sont en bas. On envoie un bénévole les aider et tout ça. Avant, voilà, il n'y avait pas le téléphone dans la voiture. Donc oui, on a déjà vu les évolutions dans le passé. On les vit actuellement. Et il y a les évolutions futures qui arrivent. Mais culturellement et financièrement, je ne sais pas si on a les moyens aujourd'hui d'accéder à tout ça, quoi. Alors, si on prend l'aspect culturel, parce que je pense que l'aspect culturel, c'est bien le rôle de l'association d'aller fertiliser les entreprises, leur faire comprendre l'intérêt d'aller vers ce public et de créer ce genre de service, puisque vous les faites travailler et collaborer avec des personnes en situation de handicap. C'est compliqué d'aller convaincre aujourd'hui des entreprises d'aller vers ces genres de solutions. Alors, oui. Là, moi, je ne voudrais pas prendre la parole à la place d'Estelle, parce que je pense que vous évoquez APF Lab, non, enfin, oui, APF Lab, oui. Oui, enfin, la volonté d'APF Lab, c'est de travailler avec des usagers, donc avec des personnes en situation de handicap. Donc, nous, on travaille étroitement, start-up et personnes en situation de handicap. L'entreprise, finalement, Estelle, je pense qu'elle n'est pas très présente. Finalement, le trio se fait entre APF Lab, la start-up et nos usagers et nos adhérents. Attendez, prenez un micro, parce que comme nous sommes retransmis, je vous rappelle que nous sommes retransmis en direct et que vous pourrez retrouver tout ça ensuite sur Internet. Donc, il faut que vous ayez un micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, donc en fait, on travaille avec des startups ou avec des entreprises et on a
on n'a pas de mal à faire venir à nous les startups actuellement. D'accord, donc on a- elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses de cet accès à leurs utilisateurs, parce qu'il n'est pas toujours simple. Et ça se fait très facilement. On est même un peu obligé de choisir avec qui on va travailler maintenant à PF Lab, parce qu'on a plutôt trop de demandes que voilà. Mais par contre, on aimerait travailler plus avec des grandes entreprises pour aussi démultiplier l'impact de la démarche, et qu'on travaille dans cette idée d'innovation inclusive, pas seulement avec des entreprises qui conçoivent des produits pour le handicap, mais aussi avec des entreprises qui conçoivent des produits pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et donc là, on parlait aussi du coût, et donc des actions. Ah oui, on se retourne toujours en France, vous savez, sur les pouvoirs publics, en disant comment est-ce que vous allez insuffler une dynamique et lancer ça, parce qu'effectivement, il y a un moment, il y a un coût. Alors, il y a un coût pour l'utilisateur qui peut être aujourd'hui compensé avec des business models. On sait bien que l'Internet a donné naissance au freemium et au fait qu'on peut accéder à des choses, un certain nombre de choses gratuitement, si ce n'est qu'on devient l'élément de consommation, puisque c'est ces données utilisateurs qui vont rémunérer le service. Mais de toute manière, ça a un coût pour générer le service. Donc aujourd'hui, voilà, je vous laisse. Là, pour la peine, je ne vais pas être tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a deux sujets quand on conçoit des politiques publiques, des établissements ouverts au public, ou qu'on conçoit un service. On doit déjà proposer une plateforme. On parlait tout à l'heure de design universel qui soit nativement accessible. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là, il n'y a qu'à partir du moment où on conçoit quelque chose qui peut être utilisé par un plus grand nombre, que les pouvoirs publics peuvent avoir un véritable impact avec une compensation individuelle, désolé pour les termes techniques, mais qui fait mouche. C'est-à-dire qu'avoir un super fauteuil électrique, mais se retrouver dans une rue où les trottoirs ne sont pas à la hauteur, où il y a des nids de poules, etc., ça ne sert à rien. Donc la compensation individuelle payée par les pouvoirs publics n'est pas efficace. Par contre, à l'inverse, si on propose quelque chose qui nativement prend en compte dès la conception la pluralité des usages, on va pouvoir faire mouche et proposer une accessibilité la plus exigeante possible. Donc ça, pour nous, c'est un véritable sujet. Je voulais rebondir aussi tout à l'heure sur ce qu'on disait sur comment susciter l'intérêt des entreprises, l'intérêt des pouvoirs publics, susciter l'investissement sur ces choses-là. Deux choses. La première, c'est que faire de la conception universelle, ça ne coûte pas plus cher. C'est quelque chose d'extrêmement important, puisque si on sort du prisme de l'accessibilité comme un correctif, on change complètement la vision des choses. Si on conçoit tout de suite dans un bâtiment des toilettes accessibles, on ne se dit pas, tiens, ça va me coûter cher après de rendre les toilettes accessibles. C'est pareil pour absolument tout. Le plus important, c'est de faire prendre conscience aux porteurs de projets, alors que ce soit dans le digital ou dans le bâtimentaire, de l'universalité des publics. On a un vrai problème en France à se dire que chaque fois qu'on conçoit quelque chose, on le conçoit pour ce qui aujourd'hui doit s'apparenter à une minorité, c'est-à-dire quelqu'un de bien portant, possiblement blanc et entre 18 et 45 ans. Et là, on se dit, c'est bon, on a fait quelque chose d'ordinaire. Et là, on a une grosse erreur. Au niveau du département de la Seine-Saint-Denis, un des éléments qui a permis une grosse prise de conscience de la part de nos élus et des porteurs de projets, c'est de se dire, bon, on a 130 000 personnes qui ont des droits ouverts à la maison départementale des personnes en situation de handicap de Seine-Saint-Denis. C'est grosso modo 10% de la population. Un peu. Si on rajoute à ça les aidants, qui en général, que ce soit les parents ou les très proches, qui vivent leurs expériences culturelles, leurs expériences sportives, avec leurs enfants, par exemple. Donc, du coup, on s'approche globalement des 25% de la population qui va être directement concernée par une situation de handicap et qui va faire des choix qui seront conditionnés par la situation de handicap qu'ils vivent ou que vit un proche. Si on rajoute à ça, effectivement, les populations qui sont migrantes, réfugiées, qui ne parlent pas bien le français ou dont le français n'est pas la langue maternelle, les situations d'illettrisme qui font que des adaptations qui pourraient être destinées aux déficients intellectuels qui ont du mal à se repérer ou repérer avec un langage écrit, remplacer ça par des pictogrammes, on touche une population beaucoup plus large. Et très très vite, on se rend compte que quelque chose qui serait pensé à l'aune des Jeux paralympiques, à l'aune de l'accessibilité universelle, nous permet de toucher 10, 20, 30, 35% de la population du territoire, en plus de ce qu'on considérait jusqu'à présent être la majorité. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une question de coût, c'est une question de demande, c'est une question d'identifier une demande. À partir du moment où on se rend compte que si on veut s'adresser à la majorité des utilisateurs, il faut penser aux utilisateurs dans leurs ensembles, aux usagers dans leur ensemble, et bien là, directement, on va éliminer ces coûts parce que la quantité va faire baisser les coûts d'adaptation. Oui.
Ouais, je voulais rebondir parce qu'en fait, il faut arrêter de voir le handicap comme une contrainte et l'accessibilité comme une contrainte et vraiment la voir comme une plus-value. Beaucoup trop de commerçants ou de choses comme ça disent mais moi je vais pas me rendre accessible, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a personne en situation de handicap qui vient me voir. Mais en fait, s'ils viennent pas, c'est parce que c'est pas accessible. En fait, donc, si tu te rendais accessible, tu fais rentrer de l'argent en fait. Donc il faut aussi le voir comme ça. Et c'est pareil pour la conception des stades. S'il y a très peu de personnes en situation de handicap dans les stades, c'est parce que clairement aujourd'hui, elles ne sont pas tous accessibles et on ne communique pas assez dessus. Enfin, sur ceux qui le sont, enfin, sur les sites qui sont accessibles. Donc essayer de voir, je pense que dans l'innovation, etc., il faut vraiment le voir comme peut-être plus tard un gain d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc allons-y, rendons-nous accessibles. Je pense que tout le monde sera gagnant, en fait, aussi bien la personne en situation de handicap que l'entreprise ou le commerçant qui se rendra accessible. Oui, alors cette accessibilité, elle existe aussi. Je rebondis sur votre petite montre, où on peut très bien imaginer que le morceau de carton que l'on a vu tout à l'heure devienne une tablette tactile qui génère ça de manière automatique et que l'on puisse démultiplier. La seule chose, c'est qu'à un moment, comment on fabrique l'information qui permet de faire vivre ces outils? Parce qu'il faut bien que cette information existe. Le déplacement des joueurs sur le terrain, on le voit à la télévision, il n'existe pas aujourd'hui d'informations digitalisées, numérisées, qui permettent de savoir où sont les joueurs et de pouvoir le traduire sur une tablette qui serait une tablette tactile ou quelque chose comme ça. En fait, je rejoins complètement ce que vous disiez sur la conception, dès le départ, de produits, de services, d'applications accessibles. C'est vraiment, je disais tout à l'heure qu'au sein de la direction accessibilité, une de nos missions, c'était de sensibiliser les acteurs internes d'Orange, en particulier donc les équipes commerciales, mais aussi les équipes au sein de la direction innovation d'Orange qui développent des produits, des services, des applications. Et donc on a ouvert un chantier justement qui est de sensibiliser donc en particulier les développeurs à l'accessibilité, je dirais native, des produits, des services, des applications. Et c'est marrant parce qu'on se rejoint vraiment là-dessus. On leur explique que ça n'est pas plus coûteux de concevoir dès le départ une application qui soit accessible. On a la chance au sein d'Orange, de manière générale, et au sein de la direction accessibilité et de la direction innovation, d'avoir des personnes qualifiées en termes d'accessibilité numérique, par exemple. Nous avons aussi des ergonomes spécialisés dans l'accessibilité. Et donc, on peut tout à fait imaginer effectivement que dans des projets prospectifs, on puisse voir comment on pourrait travailler ensemble pour partager effectivement ces compétences pour développer des solutions adaptées. Je rejoins aussi ce que vous disiez sur le coût. Je suis d'accord, c'est peut-être pas le principal facteur, mais ça reste un élément important. Nous, on l'observe sur certains projets parce que effectivement, on est aujourd'hui sur des solutions avec des startups qui sont des séries très limitées, des très petites quantités. Et donc, forcément, pour amortir les coûts, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on réfléchit comment pouvoir avoir des prix qui soient acceptables, qui soient beaucoup plus effectivement accessibles. Donc c'est vrai que d'un autre côté, on observe aussi, vous parliez du financement par la MDPH, nous ce qu'on observe, on a lancé par exemple avec un partenaire que vous connaissez sans doute, Capsys, donc qui fait des solutions, notamment des smartphones adaptés donc, pour nos clients malvoyants. Eh bien on se rend compte que beaucoup de clients ne connaissent pas ces possibilités de financement. Et donc on fait un travail au sein des équipes et des boutiques Orange pour que nos conseillers clientèle puissent orienter
connaissent l'information et puissent orienter les clients aussi vers la MDPH de leur département pour demander un financement adapté de ces solutions. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre job de sensibiliser nos équipes pour pouvoir apporter à nos clients en situation de handicap la meilleure information possible, qu'elle soit l'adaptation donc aux nouvelles technologies, mais également la possibilité de financement. Mais justement, en termes de communication, est-ce que c'est pas le fait de faire que de plus en plus tout ce qui est utilisé par tout le monde intègre une fonction qui permette aux personnes en situation de handicap de le vivre autrement, plutôt que d'avoir des applications, des services qui sont dédiés à ces personnes et qui du coup deviennent compliqués à communiquer. J'ai un peu le sentiment que ce que l'on retrouve sur les bâtiments, on le retrouve un peu aussi sur les applications. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. On a un vrai sujet justement de ne pas trop catégoriser les produits et les services qui sont conçus dans le respect de la conception universelle. C'était un des choix importants sur le prisme, justement, de ne pas parler de handicap, de ne pas garder le terme de handicap, puisqu'on savait qu'il fallait qu'on puisse attirer justement des pratiquants valides sur ce site, qui sera un site, un élément de démonstration des innovations au service de l'accessibilité pour tous. Et donc typiquement, avoir un projet comme ça, il ne fallait pas le catégoriser que sur le handicap, puisque si on voulait que ça pénètre vraiment le tissu sportif au niveau national, il fallait que des compétitions valides puissent s'y tenir et que là, les pratiquants valides se disent « Ah mais effectivement, avoir conçu les choses comme ça, avoir une acoustique retravaillée, pouvoir changer l'intensité de la luminosité, pouvoir avoir des marquages au sol qui sont faits avec des LED et qui donc permettent d'avoir qu'un seul marquage au sol à la fois. Pour nous, c'est une nécessité si on veut pouvoir accueillir typiquement des sportifs issus de la Fédération française de sport adapté qui peuvent avoir des problèmes avec les différents marquages au sol, mais ça peut représenter une véritable plus-value, même pour des sportifs valides, de se dire bon bah voilà, là j'ai un terrain de handball qui est dessiné, j'ai pas un terrain de handball plus un terrain deux terrains de basket, etc., etc. Vous voyez à quoi peuvent ressembler les marquages au sol, parfois on en a jusqu'à 16 qui sont rajoutés. Et sur l'accueil de nouveaux sports, c'est des problématiques qui nous ont été remontées notamment par la Fédé Handisport. Il y a certains sports où voilà, il n'y a pas de marquage du tout. Et typiquement, sur ces choses-là, avoir quelque chose qu'on puisse améliorer ensuite, après la livraison de l'équipement sportif, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un nouveau sport qui rentre dans le giron de la fédération ou dans le giron des délégations paralympiques, on pourra l'accueillir sur site, à condition que ce soit un sport indoor, mais on pourra modifier le marquage au sol de manière native et donc transformer cette expérience. Et un dernier élément, c'est justement pour pouvoir accueillir l'ensemble des publics, ça va aussi se traduire par des innovations qui existent déjà au sein de la Fédé Handisport. Désolé, je spoil tout. Mais typiquement sur les pratiquants sourds, on va avoir énormément de difficultés justement pour l'arbitrage, pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'une faute a été sifflée. Et là aussi, avoir un terrain qui sont intelligents, qui permettent d'afficher un signal lumineux en bord de terrain, ça permettra à tous les joueurs, notamment sur du foot sourd, de savoir que voilà, une faute a été sifflée et de s'arrêter. Alors qu'aujourd'hui, c'est des drapeaux et puis tous les joueurs qui se touchent pour dire bon bah voilà, là il faut faire pause, il y a pénalty. Vous vouliez rebondir dessus? Oui, je voulais rebondir dessus. Le sport dont vous parliez, c'était la boccia, où il n'y a pas de marquage, etc. Voilà. Un sport qui est très pratiqué dans la Fédération Handisport et qui n'a pas de marquage. On est obligé de mettre à chaque fois des scotch. Et on décolle des fois les lignes de badminton. Désolé pour les badistes. Voilà. Alors moi, je veux bien rebondir parce que ça, c'est un grand débat philosophique. Le fait de penser la démarche au départ pour des besoins spécifiques, parce que des personnes ont vraiment des besoins spécifiques, et vouloir nier que ça a été pensé pour ces besoins spécifiques, me gêne profondément. Alors, on a aussi, avec cette dynamique de Paris 2024, beaucoup de projets qui sont nés. Moi, je portais un projet depuis 2001 et qui a réussi à voir le jour aujourd'hui, qui s'appelle la Cité universelle, la Cité du handicap. On est un petit peu dans la même dynamique, puisque les demandes sont tellement énormes qu'il en faudrait encore un peu plus, des structures et des lieux sportifs tout accessibles pour les pratiquants, le public et aussi les salariés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent et qui peuvent être aussi en situation de handicap ou alors vivre un accident ou une maladie. Et donc, il y a eu un grand débat quand on est parti sur la Cité universelle et la Cité du handicap. Moi, j'ai insisté pour qu'on garde le nom Cité du handicap. Pourquoi j'ai insisté ? Parce que si on n'assume pas, et c'est le grand problème de notre pays, si on en est là aujourd'hui, en France, alors que nous sommes pays des droits de l'homme, nous donnons des leçons au monde sur plein de choses, c'est juste parce qu'on n'assume pas.
voyez, on me dit personne en situation de handicap. Certes, la situation, on l'a créée à l'époque pour la loi de 2005, il y a eu toutes les approches en 2002, et il y avait dans la loi personne handicapée et personne en situation de handicap, et le terme personne en situation de handicap, il était destiné au monde de l'entreprise, pour les rassurer, et en leur disant, vous savez, si vous faites un aménagement de poste, pour le travail, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de handicap. En résumé, je ne suis jamais handicapé pendant le boulot. Et c'était une bonne chose, je pense. Et au fur et à mesure, comme on n'assume pas, que ce soit le monde du handicap ou notre monde, n'assume pas le handicap, n'assume pas cette différence, on a glissé, même dans la société civile, maintenant on est devenu situation de handicap. Qu'est-ce qui fait que les anglo-saxons n'ont pas ce problème-là? Parce que chez eux, un handicapé, c'est un handicapé. Et l'objectif, c'est de prendre en considération sa réalité et de faire en sorte que sa réalité ne soit pas un problème. Et quelque part, ils l'imposent un peu à tout le monde. De manière un peu brutale, eux, c'est plus le juridique. Si vous ne mettez pas un ascenseur, vous payez 100 fois le prix de l'ascenseur. Donc tout le monde met un ascenseur. Mais en France, vous savez, on a toujours les trucs, oui, on va pas, voilà, ça risque de ruiner l'entreprise. On trouve toujours des solutions pour avoir des sorties de secours. Donc moi, je ne suis pas non plus pour le côté à l'anglo-saxonne. J'aimerais qu'on ait un mixte entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui sont de mauvaise foi, il faut qu'ils payent. Et les gens qui sont de bonne volonté, il faut qu'on les aide aussi. Mais tant qu'on n'assumera pas. Parce que vous pouvez me dire, situation de handicap, vous savez, moi ce matin, pour prendre ma douche, pour machin, je mettrai toujours plus de temps que monsieur et madame tout le monde. C'est une réalité. Donc mon handicap, il est bien là, il est bien réel. Ce n'est pas une situation. Par contre, si vous mettez une rampe, ça reste une situation un peu difficile parce que la rampe n'est pas aux normes, mais j'ai pu accéder à ici. Voilà, la situation, vous venez de la vivre là, avec un aide, un soutien de haute technologie humaine, de bonne intention. Donc c'est toujours la complexité, et le pire du pire, c'est que les personnes handicapées elles-mêmes rejettent le handicap, parce que c'est pas agréable d'être handicapé, je vous le dis tout de suite. C'est un truc qui, voilà, c'est quand même une sacrée merde qu'on a dans notre vie. Donc on n'a pas envie, on a envie d'être comme les autres. Voilà. Mais la réalité, c'est quoi? Ouais. Est-ce qu'on assume pleinement ce qu'on est? Que la différence, ça devrait être la norme dans un pays civilisé? Qu'on ait nos bourrelets, nos petites taches, nos couleurs, nos rondeurs, nos machins. Voilà. Si on acceptait tout ça, on ne serait même plus dans ce mensonge. Et quand demain je vais faire une application, c'est plus une application pour les personnes handicapées, c'est une application pour l'évolution. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qui sert aux personnes handicapées sert à tous. Des rampes, des portes plus larges, des ascenseurs, ça n'empêche personne de rentrer. Et cette idée, moi, à chaque fois d'inclure le monde du handicap dans le monde ordinaire, je ne dis pas valide, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais dans le monde ordinaire, il y a un problème. Le monde ordinaire n'accepte pas la singularité. Elle veut formater. Moi, depuis le début, quand j'ai créé le club de CAPSA en 95, la première des choses avec les copains et les copines, c'était nous, on va accueillir les gens ordinaires et on va les mettre sur un fauteuil, parce que nous, on ne peut pas se lever, mais eux peuvent s'asseoir, ils peuvent se relever, ce n'est pas un problème. Donc l'inclusion inversée, c'est plus notre culture. Parce que c'est le monde intelligent qui prend en compte les réalités de chacun. Et quand on prend en compte les réalités de chacun, eh ben on prend en compte la majorité. Vous l'avez dit tout à l'heure, 25% ou 15% de personnes, leurs familles, plus les illettrés, plus les machins, plus les réfugiés. En réalité, on est tous issus d'une petite minorité. Quand je vous vois tous là, franchement, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et tant mieux. Donc ça laisse des possibilités de rencontres, de passions, d'échanges, de philosophie, de vision du monde différents. Et c'est cette différence qui est enrichissante. Et moi, je n'ai pas envie de m'excuser d'être handicapé. Pendant des années, on s'est battu. Moi, je me suis battu pour sortir des établissements. Et aujourd'hui, je me bats pour que les établissements restent ouverts. Parce que je veux qu'on ait une diversité de choix. Si les gens n'ont pas les moyens d'être dans le monde ordinaire, eh ben, il faut les laisser dans un monde protégé. Parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Ils ne sont pas tous des champions paralympiques qui ont la force d'aller rentrer, de se prendre des coups et de se relever et de réavancer. Il y en a, malheureusement, ils prennent un coup, eh ben, ils meurent. Donc ceux-là, il faut qu'on les protège. Il faut qu'on ait des structures qui puissent les accompagner. Il faut qu'on ait des grosses associations comme l'APF qui puissent les défendre. Et puis des agités du bocal comme nous, il faut qu'on puisse être dans le milieu ordinaire. Et donc il faut aménager ce monde. Il faut aménager ce monde, pas que pour nous, pour vous tous. On a la chance d'être dans un pays où on prolonge la vie. Mais on n'a pas encore trouvé la solution pour prolonger l'autonomie. Quand vous allez avoir 90 ans, vous allez voir comment c'est compliqué de bouger son corps. Mais si on a mis des rampes, des machins, des trucs,
bah ouais, vous allez pouvoir continuer à emmener vos arrière-petits-enfants dans des parcs d'attractions ou venir au jeu pour aller s'éclater. Et vous n'aurez pas le problème parce que vous serez peut-être en scooter électrique ou je sais pas. Voilà, donc il faut penser le futur de demain, non pas juste avec ce qu'on vit là aujourd'hui, parce que là, on a un héritage qui est compliqué à digérer. Et j'aimerais que les nouvelles technologies ne fassent pas l'erreur que ce qu'ont fait les établissements spécialisés, c'est de nous enfermer dans des espèces de ghettos et qu'à chaque fois, on dit « Non, mais là, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les handicapés. » Non, c'est pour les personnes handicapées, ça a été conçu pour, mais c'est accessible à tous. C'est pas un truc communautariste. Parce que là, je le vois, moi, dans des systèmes de technologie où on isole, les gens s'isolent. Alors que pour moi, ça, grâce à ça, je peux être beaucoup plus libre. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Je le vois là avec le salon, j'étais au salon Handicap à Lyon hier, et j'entendais, excusez-moi du peu, mais Orange qui disait, bah, peut-être qu'on ne se verra plus parce que maintenant on va faire une plateforme pour nos produits. Je dis, mais physiquement, vous n'allez plus être présent. On ne va plus pouvoir toucher sur vos appareils, on ne va plus pouvoir essayer, on ne va plus pouvoir parler à un être humain. J'ai dit, c'est dommage. Cette technologie-là, cette évolution-là, moi, elle me fait peur. Mais si demain, on peut continuer à allier les deux, je pense que c'est la meilleure solution. Et je ne sais pas à quel moment ça se termine, mais si vous avez des questions, parce que là, c'est le militant qui a parlé, mais je veux bien passer un petit film à la fin de quelques minutes. Non, mais je... On a une vidéo sur la Cité universelle. Ouais. Ah bah, si vous voulez, on passe la vidéo et puis on rebondit après. La vidéo est prête ? Jamais. Il serait absurde de croire que construire... de Monsieur Tout-le-Monde, on a pu se garer devant les portes du casino et sans problème. Voilà ce que les gens doivent se dire. Le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Il serait absurde de croire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Ils doivent se dire qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Aucun d'eux ne doit penser qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Ils doivent se dire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Il serait faux de croire que c'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire bouger les lignes. C'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Il serait faux de croire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Ils doivent se dire qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Aucun d'eux ne doit penser qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Ils doivent se dire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Il serait absurde de croire que le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Voilà ce que les gens doivent se dire. Très chouette. Bravo. Vous vouliez réagir juste si vous... Merci. Non, je voulais juste vous rassurer. Aujourd'hui, chez Orange, nous avons plus de 260 boutiques labellisées autonomie où les équipes sont formées à nos solutions accessibles, où nous avons des équipements adaptés pour les personnes malvoyantes, par exemple, avec, Cyril en a parlé, le test Horizon sur la grande boutique Opéra. Donc je vous rassure, il y a 260 boutiques et c'est plutôt encore en augmentation, c'est loin d'être terminé. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance veut rebondir sur ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant? Ah, on va vous amener le micro. J'ai vraiment vous présentez toutes les interventions et notamment la dernière. Oui, je m'appelle Pascal Gentil. Je voulais juste dire que on est tous des handicapés potentiels parce qu'on a une obsolescence programmée. Voilà, pour les plus chanceux, on va devenir vieux, on va devenir peut-être un peu plus aveugle, on va moins bien voir, on va finir par avoir des lunettes, on va moins bien entendre. Donc, à un moment donné, on va découvrir le handicap. Certains, malheureusement, le connaissent depuis la naissance, d'autres vont le découvrir sur le tard, d'autres, demain matin, peuvent... Moi, je fais du scooter, je peux avoir un accident, et demain matin, je vais me retrouver en situation de handicap. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'un des axes pour vraiment faire prendre conscience. Parce que, comme vous parliez, il y a deux moyens de faire avancer les choses.
il y a le moyen juridique, légal, et puis il y a le côté financier, c'est pas rentable. Bon. Au niveau de la France, voilà, peut-être qu'effectivement, au niveau légal, il faut pouvoir continuer à progresser et peut-être passer par l'obligation pour pouvoir franchir un cap. Mais effectivement, sur l'aspect financier également, se rendre compte qu'on a une population qui vieillit. Donc de toute façon, tout ça va arriver au fur et à mesure. Effectivement, à partir d'un certain âge, vous allez moins facilement dans les stades, dans les lieux événementiels, plus globalement, parce que c'est moins accessible, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du monde, etc. Donc les gens découvrent le handicap sur le tard. Donc, je sais pas comment dire, c'est un peu maladroit ce que je vais dire, mais on va, tous ensemble, on va réussir par gagner. Parce que la nature, la société fait qu'à un moment donné, il y a cette prise de conscience qui va se faire, j'espère. Voilà, donc je suis très heureux de votre intervention. Et je pense que c'est vraiment, c'est par là qu'on va passer. C'est-à-dire que c'est les gens qui, ordinaires, c'est par eux que ça va gagner. Autrement, vous serez toujours dans le communautarisme et ça ne marchera jamais. Voilà, il faut qu'à un moment donné, les gens commencent à s'intéresser au handicap quand dans leur environnement proche, malheureusement, eh bien, il y a quelqu'un qui se retrouve soit par l'âge ou d'une façon accidentelle ou par la naissance des fois. Donc voilà, continuez. Vous vouliez Je réagir? voulais juste dire une dernière chose, c'est que je pense que le sport, c'est la meilleure des manières de parler du handicap. En fait. Voilà. C'est le prisme idéal et Riyad en témoigne tous les jours, je pense. Vous vouliez intervenir? Oui, merci. Je voulais remercier les organisateurs de la matinée parce que vous me faites gagner du temps, parce que je vais intervenir à double titre. Vous êtes? Je vais le dire. Donc Daniel Goldberg, je suis là, ça a été dit tout à l'heure par Joris Délivré-Mellorn, au titre de l'université Paris 8 qui est à côté. Et je voulais réagir par rapport à ce que disait Riyad Salem tout à l'heure, puisque nous avons organisé, nous sommes labellisés Génération 2024, et nous avons organisé la semaine olympique et paralympique au début de l'année, en février, et il y avait une démonstration de basket fauteuil. Et on avait des grands gaillards d'étudiants qui, voyant un fauteuil, ne voulaient, valide comme l'on dit, et qui ne voulaient absolument pas être dans le fauteuil. Bon, une fois, et il y avait des sportifs qui avaient l'habitude de pratiquer cette discipline qui sont venus. Bon, une fois que les sportifs habitués à faire du basket fauteuil ont mis quelques paniers assez rapidement supplanté ceux qui étaient valides et qui n'avaient pas l'habitude de la discipline. Ceux-là ne voulaient plus bouger des fauteuils et voulaient absolument remporter le challenge sportif. Donc on a vu avec le témoignage à l'instant que quand on n'est pas ordinaire, on peut être extraordinaire. Et d'abord, c'est ce que je voulais vous dire dans votre témoignage. Et donc, au titre de l'université, il y a 22 000 étudiants à proximité, dans différentes disciplines. Des disciplines scientifiques, je suis scientifique de profession, des disciplines scientifiques, mais dans tous les aspects, et y compris des masters spécialisés sur les questions du handicap. Donc je voulais vous dire que l'Université Paris 8 est particulièrement partie prenante, intéressée par cette démarche. Mais il se trouve que je suis aussi président d'une association qui s'appelle l'URIOPS Île-de-France, dont l'APF est partie prenante, qui rassemble l'ensemble des structures privées non lucratives qui agissent dans le domaine médico-social, social et sanitaire. Donc c'est au niveau de l'Île-de-France 2400 établissements, 500 organismes. Et ce qui était dit tout à l'heure, c'est là où je voulais intervenir à ce titre, ce qui était dit tout à l'heure sur une forme de décloisonnement, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des associations, des structures qui sont plus spécialisées sur le champ du handicap. Mais quand on discute aujourd'hui vieillissement de la population, évidemment, on pense au champ du handicap. Quand on discute hébergement, par exemple, on pense aussi à des gens qui sont eux-mêmes en situation du handicap et bien sûr dans le champ sanitaire et dans le champ de la protection de l'enfance également. Et donc, tout ce champ-là, toutes ces personnes-là, leurs familles, leurs aidants, les personnes au quotidien, bénévoles et salariés qui leur viennent en aide, pour elles, l'enjeu de l'innovation pour Paris 2024 est un enjeu de société complet. Je ne saurais pas paraphraser Michel Serres, qui vient de nous quitter il y a quelques jours, mais quand il réfléchissait
avec sa petite poussette, hein, vous savez, c'est l'exemple qu'il avait donné au début des années 2000 pour réfléchir à l'innovation technologique et ce que ça apportait à notre société, il avait bien démontré finalement que c'était un message universel. Bravo. Une autre intervention? Vous vous présentez? Bonjour, Sam Bérandou, je suis directeur de l'Office des sports de Saint-Denis. Alors franchement, bravo Riyad, déjà pour commencer, parce que tout ce que tu as dit là, c'est pile poil, exactement ce qu'il faut faire. Moi, je m'occupe de l'inclusion des autistes dans les associations sportives sur la ville de Saint-Denis. Et je voulais vous interpeller parce que le problème que l'on a sur l'inclusion des personnes en situation de TSA, trouble du spectre autistique, c'est que les éducateurs sportifs nous répondent toujours la même chose, c'est qu'ils ne sont pas, entre guillemets, armés pour. Moi qui ai également une deuxième casquette, puisque je suis également entraîneur de Muay Thai depuis 86 sur la ville de Saint-Denis, j'accueille des autistes depuis à peu près 5-6 ans dans le club de boxe Thai, pour ceux qui ne connaissent pas le Muay Thai, donc sport de combat. Hein. Et j'ai actuellement, j'en ai 6, dont 2 filles, que j'accueille dans mon club. Alors on m'a toujours dit, oui, pour prendre les autistes, on ne peut pas, c'est du 1 pour 1. Moi je suis tout seul, et mes assistants, ce sont les enfants, parce que c'est dans le groupe de 6-12 ans. C'est les enfants qui prennent, si vous voulez, au départ, il avait un petit peu peur, moi, il les regardait comme des... C'est quoi? Ils sont fous? Non, ils ne sont pas fous, ils sont juste différents. Et au fur et à mesure, l'intégration s'est faite, parce que le problème qui se passe avec les autistes, il faut arrêter de les parquer. Il faut les mettre avec les personnes normales. Arrêtons aussi de parler, alors personnes différentes, ceci, cela. On utilise beaucoup de mots pour le handicap. Oui, un handicapé, c'est un handicapé, point. Un autiste, c'est un autiste. Il est juste différent. Donc il faut le prendre comme il est. Donc ça marche très très bien. Il faut juste que on change les mentalités, que les gens acceptent d'essayer. Ensuite, on a aussi un gros problème de formation. Parce qu'il faut que les éducateurs sportifs aient cette sensibilité. La Fédération française de handicap le fait très très bien, puisque moi j'y ai participé, hein, pour m'aider justement à en recevoir un petit peu plus. Depuis plusieurs années, avec l'Office des sports, on organise une journée, enfin plutôt une demi-journée pour l'inclusion des autistes. On a fait au mois d'avril, chaque mois d'avril, on fait une espèce de rencontre avec différentes disciplines. Alors les premières disciplines qui viennent sur Saint-Denis, ce sont les disciplines de sport de combat et arts martiaux. À chaque fois que je demande aux autres disciplines de venir, elles sont réticentes. Et les seules que j'ai, ce sont le judo, le karaté, le grappling, le muay thai bien sûr, la boxe, etc. Ce sont souvent, et là j'ai eu quand même le hand qui est venu, la dernière fois, ils ont fait un très beau truc, et le basket. Mais souvent, les gens refusent de venir pour cela. On parlait de handicap, mais déjà, le monsieur derrière a très bien parlé par rapport, on va tous devenir un petit peu handicapés, mais est-ce qu'on a pensé aux personnes qui sont en situation d'obésité? C'est un gros handicap, l'obésité, et ça se développe de plus en plus, surtout sur notre département, qui est en pointe là-dessus malheureusement. Les sièges, quand vous voulez vous asseoir pour une personne qui est, entre guillemets, hors norme, comment elle fait pour se déplacer, pour rentrer dans des couloirs? Parce que l'obésité, elle atteint beaucoup de personnes, hein, et de plus en plus de femmes, malheureusement. Alors, toutes les personnes que l'on appelle les PMR, pour le langage, comment dire, bien fait, personnes à mobilité réduite, on en a de plus en plus. Je pense que là, les questions que l'on se pose ici, d'ailleurs, merci pour cette conférence qui met au jour les problématiques que l'on rencontre quotidiennement. Et pour terminer, pour laisser un peu la parole aux autres, il faut absolument communiquer. Merci. Merci d'avoir communiqué. Oui, je vous en prie, allez-y. Parce qu'on a parlé justement de la situation particulière des personnes qui souffrent, qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. On n'a pas assez abordé le sujet dans la journée, mais effectivement, 80% des handicaps qui sont reconnus en France sont des handicaps invisibles. Et ce ne sont donc pas de la mobilité réduite ni du handicap sensoriel. Et ça mérite des aménagements et ça mérite une prise de conscience parce qu'effectivement, ça ne sont pas les mêmes aménagements. On a la loi de 2005 qui est une loi qui est bien écrite mais qui n'est pas appliquée, qui n'est toujours pas appliquée dans une majorité des lieux. Mais on ne peut pas aujourd'hui se définir comme moderne en mettant en application une loi qui a 15 ans.
Voilà. Donc il faut penser la modernité au-delà de ça. Penser la modernité au-delà de ça, c'est penser justement l'accessibilité universelle. C'est donc penser l'ensemble, alors là pour la peine des situations, puisque venant moi plutôt du monde de l'autisme, ils font très attention aux termes, et pour eux, ils sont en situation de handicap, puisque dans un monde, dans l'autistan dont parle Joseph Chovanec, il n'y a pas de situation de handicap. Entre eux, il n'y a aucun problème de communication. Donc là-dessus, il y a un vrai travail à faire, et nous, c'est le travail qu'on mène avec la Fédération française de sport adapté, qui est partenaire du projet, et l'Université Paris 13 via le STAPS, Activité physique adaptée, qui déjà forme sur l'accompagnement adapté à tous les publics, et notamment les publics soit avec une déficience intellectuelle, soit qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, voire les deux. Oui. Ah, je vous laisse alors. Oui. Allez-y, je vous en prie. Place au public. Je reviens simplement sur... Vous parlez tous de la même chose quelque part, un manque de communication. Moi, j'ai expliqué tout à l'heure que je me retrouve aujourd'hui en handicap. Et honnêtement, faites une chaîne de télé Orange, s'il vous plaît. Vous en avez fait déjà. Vous avez un petit peu d'argent. Les droits sont beaucoup moins chers que pour la Ligue 1 ou pour autre chose. C'est un peu votre mission, si je peux me permettre, aujourd'hui. Certainement avec d'autres. Mais il y a des choses à faire. Il y en a marre de voir des sujets faits à une caméra qui font 13 minutes ou 26 minutes. La vie, ça s'appelle la multicaméra. Un direct de 3 heures à Sartrouville ou à Valence, je vous assure que ça a de la qualité. Et pour que tout le monde s'y retrouve, il faut des moyens. S'il vous plaît, donnez-en. Merci. Elle a mis 20 ans pour voir le jour, et elle va faire beaucoup de sports qui ne sont pas paralympiques. Mais ils ne seront pas extensibles non plus. Ils ont 24 heures par jour. Monsieur Roux. Alors, après, toutes les technologies existent pour pouvoir faire des multicanaux. Sur le canal 174 sur Orange. Vous appelez comment, monsieur? Stéphane Piketty, je travaille pour Globcast, qui est une filiale spécialisée dans... Ah, attendez, il faudrait que vous ayez le micro, parce qu'on ne va pas vous entendre sur la retransmission, monsieur. Enfin, attendez, s'il veut lui répondre, ce qui est bien, c'est qu'il puisse lui répondre. Si visiblement c'est une réponse à l'interpellation, autant que vous puissiez y répondre et que on soit dans la cohérence. Donc vous êtes. Donc bonjour, je suis Stéphane Piketty, je travaille pour Globcast, qui est une filiale du groupe Orange. C'est la filiale spécialisée dans la transmission audiovisuelle. Oui. Donc au niveau de la chaîne sport du CNOSF, ça s'appelle Sport en France, sur le canal 174 des chaînes Orange. Et qui retransmettra quoi? Et qui va retransmettre donc tous les sports mis en place donc, par le CNOSF, et aussi les handisports. Alors, moi, je me permets juste de excusez-moi, non, mais c'est un débat. Je me permets juste de réagir. C'est leur promesse. Là, pour le coup, je ne suis pas partie prenante. Hein. J'ai juste des informations que je vous donne, parce que j'ai rencontré des personnes du CNOSF hier soir. Donc, voilà, je peux juste parler de ça. Je ne suis pas du tout partie prenante de la chose. Oui, la seule chose, c'est que juste pour alimenter le débat, à l'heure où on a chacun un téléphone dans sa poche, où quasiment l'intégralité des téléphones qui sortent, smartphones, permettent de capter en 4K, vous imaginez, même la télévision n'est pas en 4K. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt à une ère nouvelle où les réseaux, l'Internet, YouTube, permettraient que ces choses-là se développent, et se développent de manière beaucoup plus immédiate et accessible? Moi, c'est un peu une interpellation, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on en appelle, entre guillemets, allez, je vais être méchant, on en appelle au vieux monde, alors qu'on se rend compte qu'en termes de communication, les choses évoluent énormément. C'est-à-dire que, laissez-moi, attendez, c'est un, voilà, non mais c'est bien là où je... Donc, laissez-moi juste finir. Une autre de leurs promesses, c'est justement de mettre à disposition et de laisser libre de droit les images pour qu'elles puissent être reprises par les différents... toute activité, pour ensuite être disposées et mises à disposition sur les YouTube, Dailymotion et autres. Parce que je voulais en arriver au fait... que j'appelle se professionnaliser là-dessus, sur les contenus audiovisuels. Voilà, je voulais en arriver au fait que finalement, aujourd'hui, c'est moins les problèmes de diffusion qui existent que les problèmes de production. C'est-à-dire produire, faire que l'image d'un événement sportif existe, et aujourd'hui plus coûteux, les chaînes de télévision vous diront, même des sports qui viennent leur proposer des droits gratuits, il y a un coût de production que souvent ils ne prennent pas en compte, qui ne veulent pas prendre en charge, et donc on se retrouve avec un défaut de production des images. Et souvent on est sur... Le problème, il n'est pas la diffusion aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt la production de ces images. Or aujourd'hui, tout le monde peut produire des images. Donc
il y a un moment, est-ce que le mouvement sportif ne doit pas se prendre par la main en se disant, finalement, moi, je peux produire aussi par moi-même? Sur cette partie-là, je peux répondre aussi un tout petit peu avec un petit élément. Donc, au niveau du groupe Orange et avec Globecast, nous sommes en train de mettre en place une solution de captation et de production légère pour que, moi, personnellement, je suis spécialisé sur le sport et pour les fédérations. Et donc, je vais leur mettre à disposition ce genre de solution. Captation légère, production légère, diffusion intégrale sur tous les supports avec des budgets maîtrisés. D'accord. Vous lirez bien. Ça sera ma promesse. Oui. Moi, je vais juste prendre mon ancienne casquette de Fédération française handisport au service communication où j'ai passé à peu près 10 ans. Alors, on est d'accord, la communication n'est pas optimale, mais il y a quand même eu de gros progrès. Moi, je suis arrivée à la Fédération handisport en 2007, donc les Jeux paralympiques 2008, 0 direct. 2012, finale de Cécifoot France-Brésil en direct sur France 4. Et 2016, 100 heures de direct. Pareil pour... Non, mais c'est... Je parle de France Télévisions et de la chaîne qui avait les droits. Donc il y a quand même beaucoup d'évolutions. Maintenant, là où on doit aussi faire des efforts, c'est pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Je pense que par contre, le plateau de journalistes n'est pas le même quand on parle de Jeux Olympiques et de Jeux Paralympiques, et que effectivement les commentateurs, je prends le rugby fauteuil, je suis pas sûre que vous aviez des commentateurs à chaque match à Rio. Et d'autre part, effectivement, il y a cette histoire de diffusion, mais qui n'est pas lié qu'au handicap. Je pense que le foot et le rugby prennent beaucoup de place. Et demander à la Fédération de badminton si elle est contente de la diffusion télévisuelle, demander à la Fédération de tennis de table, demander au squash. C'est pas qu'un problème de la Fédération du sport et du comité paralympique. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros effort à faire de la part des chaînes de télévision, mais pas que sur le parasport, sur aussi diffuser une multitude de sports et arrêter de diffuser que du foot. Il y a aussi l'équipe qui a aussi son rôle à jouer. Le jour où Riyad Salem fera la une de l'équipe, on sera tous contents, parce que pour le moment, il n'y a jamais eu de une de l'équipe qui se fait sur le parasport. Riyad voulait juste réagir, et puis on... C'est quoi votre prénom, monsieur? Ça fonctionne? Oui, je crois. Attends. Ah, oui, si, il marche. C'est quoi votre prénom? Non. Alors, ça marche pas avec les handicapés. Non, c'est parce que moi j'ai... Non, c'est que j'ai le micro là. C'est que j'ai le micro là. Vous m'entendez là? Voilà. Super. Tristan, c'est ça? Christophe, autant pour moi. Et en fait, je comprends ce que vous voulez exprimer. C'est pas juste sur la partie sport, c'est l'information en général sur le monde du handicap. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes spécialisées sur plein de domaines et qu'il n'y a pas de chaîne sur le handicap. Alors moi, je gère une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Séquence Clé, qui est une entreprise adaptée. Et on a cette idée aussi de vouloir essayer de créer une chaîne grand public, parce qu'on s'aperçoit que toutes les chaînes de télé sur le net ne prend pas. On voit bien, il y a Jaris TV, il y a Handisport TV, il y a plein de... Il y a TV Handi, pardon, PK Sport TV. En fait, ça prend pas parce que peut-être qu'il n'y a pas eu cette étape-là d'avoir une chaîne grand public qui peut produire du contenu tout au long de l'année, quoi. Et je pense que oui, c'est une vraie question. Et nous, on est en train de réfléchir avec notre entreprise pour pouvoir créer une chaîne thématique grand public sur le handicap. Et alors, on se retrouve toujours bloqué avec ce côté, vous voulez faire une chaîne ghetto. Et c'est toujours le piège qu'on a chez nous, c'est que les investisseurs, quand on va les voir, ils nous disent, mais pourquoi vous voulez faire une chaîne? Plutôt avoir des émissions chez France Télé, chez Canal, chez machin. Ça existait, mais ça ne tient pas. À l'époque, Canal+, désolé de parler des concurrents, mais ils avaient carrément un programme sport handicap. Et bon, il y a une direction qui arrive, qui change, et ça dégage. Et c'est toujours comme ça. France Télé, à l'époque, sur Stade 2, sur Antenne 2, ça s'appelait, tous les dimanches, on avait les résultats du basket, du handisport, voilà, on avait tout ça. Et dès que vous avez un nouveau directeur des programmes qui débarque, il enlève le truc. C'est pour ça que, quelque part, peut-être avoir une chaîne qui permet de garder la pérennité et après distribuer les programmes dans les autres chaînes, je pense que c'est une solution. Mais je comprends exactement ce que vous voulez dire. Et, en tout cas, on est sur la voie. Non, il faut que vous ayez un micro. Il faut que vous ayez un micro, monsieur. Il faut que vous ayez un micro, monsieur. On ne va pas vous entendre sur la retransmission. Eh oui, en direct. Il n'y a pas besoin aujourd'hui d'avoir une inflation en termes de caméras et de mettre 15 caméras pour filmer un événement. On peut aussi faire un
cam à 3 caméras, des choses tout à fait correctes. Et effectivement, si Globecast se met à faire des choses aujourd'hui, sachez que c'est bien. Mais c'est ça, l'avenir c'est ça, pour toutes ces fédérations qui cherchent à se montrer, et après il faut que quelqu'un fédère tout ça. Et c'est pas si compliqué que ça quand même, mais c'est pas si cher que ça. Excusez-moi, je voulais justement rebondir là-dessus. J'interviens ici là. Oui, vous pouvez vous présenter. Avec 3 casquettes. Donc Alain Dinis, société Virtual Dive. On a participé au hackathon de la session dernière. Ouais. Je suis également ambassadeur French Tech Sport. Et également, je souhaiterais aussi parler de ce problème-là, effectivement, de retransmission light pour la partie production de contenu. Donc moi j'ai ma start-up et on a développé depuis quelques années un système, je vous montre le tout premier prototype. C'est une régie mobile multicaméra qui permet de retransmettre des activités sous une forme de web TV et permettre à tout club de sport qui n'a pas une visibilité sur les chaînes mainstream de créer sa propre web TV et d'en transmettre multicaméra. C'est-à-dire qu'on peut voir les retransmissions en direct live, en 2D, mais également une manière complètement immersive avec un masque de réalité virtuelle pour permettre à la personne distante de vivre par procuration l'expérience d'un sportif. Donc on a développé aussi une petite caméra 3D. Donc l'idée c'est vraiment pour, je dirais, à moindre coût, que n'importe quelle structure sportive puisse avoir et maîtriser du coup sa communication audiovisuelle. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de smartphones qui peuvent permettre de retransmettre, mais du coup l'information est diffusée et dispersée sur différents réseaux sociaux, sur Facebook Live, YouTube Live. Là, l'idée c'est que la communication soit gérée par le club ou la fédération, et du coup elle a une maîtrise sur la qualité de l'événement. En fait, effectivement, l'idéal c'est d'utiliser ce système-là avec des storytellers, des gens qui peuvent scénariser et commenter l'événement, mais comme c'est du vrai direct, l'intérêt c'est que ce soit interactif. Donc en parallèle, l'appareil s'articule avec une plateforme, une web TV communautaire. Et là, les internautes vont pouvoir poser des questions en direct sur le fil de discussion Facebook adapté en marque blanche au nom du club. Donc l'idée, c'est vraiment que la personne soit à la fois complètement en immersion dans l'image, donc vraiment être téléportée virtuellement au cœur de l'action sportive, mais également que ce soit complètement interactif, parce que du coup, à tout moment, elle va pouvoir poser des questions. Et l'idée, c'est que la communauté entre elles va pouvoir échanger. Et également, des spécialistes de tel ou tel sport vont pouvoir répondre aux questions les plus pertinentes. Et donc nous, notre problématique en tant que start-up, c'est qu'on a développé la partie technologique, mais on est vraiment apporteur d'une techno. Par contre, on souhaiterait pouvoir que des associations puissent s'accaparer notre solution, justement pour donner du sens et apporter de la valeur ajoutée à une innovation technologique. Donc c'est un petit peu un appel du pied. Nous, on est prêts effectivement pour expérimenter notre solution sur le terrain, mais effectivement, il faut qu'on travaille avec des spécialistes sur des événements majeurs pour donner de la visibilité à la fois à notre innovation, mais également à ces événements et surtout au sport lié en e-sport. Donc voilà. Voilà. Et donc on souhaiterait aussi développer un projet peut-être en partenariat avec des fédérations justement sur une plateforme collaborative de crowdfunding. Donc si ça peut intéresser des gens sur des micro-projets de financement sur une thématique très précise sur l'accessibilité au sport via les nouvelles technologies, je suis preneur. Voilà. D'accord, merci bien. En tout cas, ça montre bien que des solutions technologiques, il en existe, et que c'est la rencontre, comme on l'évoquait tout à l'heure, entre une solution technologique, un besoin et un événement qu'il faut réussir à matérialiser. Alors c'est vrai qu'on a l'opportunité de Paris 2024 à la fois pour les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Comment, à la Fédération d'e-sport, vous allez essayer de pousser sur cet événement pour que ce soit vraiment le catalyseur, parce qu'on voit bien que, je dirais, il y a une nécessité de faire des travaux, parce qu'il y a de toute manière des aménagements qui vont être faits, donc effectivement autant amener l'accessibilité dès l'origine des travaux, mais en termes de retransmission, il y a une nécessité de retransmission, mais la nécessité est moins impérieuse, j'ai l'impression. Alors comment est-ce qu'on rend ça impérieux ? Alors là, je prends le micro, mais je ne vais pas pouvoir trop répondre, parce que je suis du comité régional et pas de la fédération. Nous, on est vraiment au niveau Île-de-France. Et comme je disais, la transmission d'événements sportifs, c'est quelque chose qui essaie de se développer, mais au niveau, pas comme au niveau national, où ils sont une équipe de 5 à la communication. Ça a dû évoluer depuis que Odd était là-bas. Là, ils sont une bonne équipe qui met tout en place pour se faire connaître auprès des partenaires potentiels, auprès du public. Mais toujours la question, je pense, qui est centrale un peu dans ce débat, c'est comment faire que le handisport ou le sport adapté ne soit pas réservé qu'aux handisportifs, aux personnes au sport adapté. Comment sortir décloisonner, comme disait Riyad tout à l'heure, intéresser les personnes valides, voilà, on va dire comme ça. C'est le grand débat, je pense, parce que si on reste sur des chaînes télévisées, si on reste sur des chaînes YouTube, des choses comme ça,
de retransmission sur les pages Facebook de nos comités, de nos clubs, c'est difficile de toucher un autre public. On va rester à peu près avec nos licenciés. Il faut trouver des passerelles. Voilà, c'est les passerelles qui sont les plus compliquées à trouver. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être là, de voir qu'il y a des choses qui se font, des innovations, etc. D'accord. Vous vouliez réagir ? Je pense qu'effectivement, en termes de diffusion et tout ça, il y a quand même. C'est aussi une mission du service public de diffuser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Après, je vais essayer de prendre l'exemple de Londres, qui a vraiment réussi ce pari des Jeux paralympiques, qui est encore un exemple pour tous aujourd'hui, et qui a fait le choix de diffuser les Jeux paralympiques sur une autre chaîne que les Jeux olympiques. Donc les Jeux olympiques étaient diffusés sur la BBC et les Jeux paralympiques sur Channel 4. Et l'avantage, ça a été que Channel 4 en a fait son événement, là où la BBC en aurait fait un événement annexe. Et je crois qu'il n'y a pas eu mieux depuis Riyad sur les Jeux paralympiques. Et Channel 4 en a fait vraiment son événement avec une vraie volonté pédagogique et de changement de regard. Alors à l'association, on n'aime pas trop ce mot, mais de changement de regard sur la personne en situation de handicap, avec un clip qui résume assez bien leur action, qui s'appelle Meet the Superhumans, et personne, je pense, n'a jamais fait mieux depuis. Et alors à la fois, effectivement, c'est très bien YouTube, c'est très bien les chaînes Orange, mais je pense vraiment qu'il faut que ça soit sur du service public, mais il faut vraiment que la chaîne qui prendra les Jeux paralympiques, et c'est pas encore décidé aujourd'hui, autant on sait que les Jeux olympiques seront sur France Télévisions, autant on le sait pas pour les Jeux paralympiques, mais il faut que la chaîne qui prendra la diffusion et la production des Jeux paralympiques en fasse vraiment son événement phare. Alors si c'est France Télé, c'est France Télé, mais voilà, il faut vraiment y aller, quoi. Je voulais juste, préciser un point sur Londres, puisque j'ai eu la chance d'y être pas mal de temps. Sur les Jeux paralympiques, les stades étaient pleins. Ça aussi. Il y avait beaucoup d'audience à la télévision, mais les stades étaient pleins. Il y avait un engouement de la population qui était incroyable. Alors là, c'est autre chose. Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques de Londres. Et la ferveur était la même dans les stades. Je pense que j'ai... pendant 3 minutes, je me suis même sentie anglaise dans la piscine avec Ellie Simons, où ils hurlaient Team GB et Ellie Simons pendant 3 minutes, le temps de sa course. Et après, c'est une histoire culturelle aussi. Je pense que les Londoniens et les Anglais sont très sportifs. Et là-dessus, on a encore, je pense, du travail à faire au-delà du paralympisme, mais déjà, en termes de culture sportive, on n'en est pas là, quoi. Oui, juste une dernière intervention, puis on passe Je rebondis rapidement. C'est très intéressant, les Jeux paralympiques, que ce soit diffusés, etc. C'est comme les Jeux olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Et les championnats de France, les championnats internationaux sont très peu retransmis. Charletti, l'Open Handisport Open Paris qui se déroule tous les ans. Si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas retransmis sur les chaînes. Il est retransmis sur Internet et sur je sais pas, Blog Handicap, non, ou quelque chose comme ça. Voilà, sur les chaînes spécialisées toujours. Et on en revient toujours au... Après, c'est pareil pour beaucoup de sports, mais on en revient toujours au handisport Jeux paralympiques. Il y a quand même des championnats qui se déroulent. Championnat de France de cécifoot, dont j'en ai parlé tout à l'heure, je fais toujours la pub. Mais comme Yvan va prendre la parole et qu'il sera présent en tant que joueur, je rebondis. Voilà, on essaye... ça serait bien qu'une télé se mobilise à ce sujet. Et pour tous les championnats de France en règle générale. Yvan, présentez-vous. Et donc, juste sur Charletti, je vous invite à noter dans votre calendrier le 29 et 30 août. Voilà. Et donc, au stade Charletti, meeting international d'athlétisme et possibilité aussi de mise en situation dans tout le stade. Voilà. Charletti, 29-30 août. Vous vouliez intervenir? Oui, donc rebonjour. Je suis Yvan, joueur de l'équipe de France du CSI Foot. Et effectivement, à Londres, on a fait médaille d'argent. Mais pour compléter ce qui a été dit, comme le disaient un petit peu Aude et Mathieu, c'est bien de parler des Jeux paralympiques, mais on est des athlètes tout le temps, toute l'année. On ne fait pas du sport que tous les 4 ans. Alors c'est bien de parler de la diffusion des Jeux paralympiques, mais je pense que ce qui intéresse le public, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien, les entraînements, comment est-ce qu'on est structuré, même si on a encore besoin forcément d'aide au niveau financier, mais aussi au niveau humain. Et je vais m'associer à Riyad, à Aude et à Mathieu. Sincèrement, les médias ne font pas leur travail. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, à l'inverse? Comme les médias se disent que c'est un produit qui n'intéresse pas les gens,
Et par conséquent, ils ne diffusent pas les matchs, les entraînements. Nous, on prend le problème à l'inverse. On va à la rencontre du grand public en intervenant dans les écoles, dans les entreprises, pour à la fois faire de la sensibilisation, mais pas que, pour faire découvrir la discipline, notamment le CCI Foot, mais toutes les disciplines handisport, mais surtout pour pouvoir derrière fidéliser les gens à nos différents sports, à ce qu'on fait. Moi, par exemple, pour le CCI Foot, mais on le fait pour tous les sports, lorsqu'on intervient dans les écoles, franchement, tu te rends compte à la fin de l'intervention que les gamins, ils ont adoré. Et là, franchement, sur les 30 gamins que tu as eu lors de l'intervention, tu en as la moitié qui vont maintenant suivre les matchs, suivre les événements. Ils vont s'y intéresser. Mais sauf que les médias, se disant que c'est un produit qui n'intéressera pas les gens, ils ne font pas ce pas-là d'aller vers de la découverte. Et donc nous, on prend le problème à bras-le-corps et on va vers les gens. Et sincèrement, on a un ratio de personnes intéressées qui est hyper fort. Et je tiens aussi à féliciter Christophe, qui a parlé tout à l'heure. Il ne sait pas, mais je l'ai reconnu, un grand passionné de foot. Il ne s'est pas présenté. Monsieur Roux, c'est un grand commentateur. Et je pense qu'en tant que journaliste footballistique depuis longtemps, il se rend compte qu'autour de lui, le travail ne se fait pas, d'aller sur le terrain pour faire des interviews, pour filmer, pour aller à notre rencontre. Et il faut que les gens prennent conscience que Riyad, que moi, que d'autres athlètes, nous sommes d'abord des athlètes. Et oublions le handicap. Et ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce que tu fais pour jouer au foot quand tu ne vois pas ? Parce qu'ils comprennent tout. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour jouer au foot quand tu ne vois pas ? Comment est-ce que tu fais pour faire des passes ? Et surtout, au-delà de la performance, moi j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans et j'en ai 26. Ce qui intéresse les gens, c'est l'aspect humain. Moi, quand j'ai perdu la vue, j'ai découvert cette discipline et j'adore le CCI Foot. Parce qu'au-delà du foot classique, il y a une solidarité, il y a un respect, il y a une tolérance, il y a d'autres valeurs qu'on ne retrouve pas dans le sport classique. Et je parle du CCI Foot, mais je pourrais parler d'autres sports pour handi. Et moi, ce que je trouve fort dans le handisport, en tout cas pour le CCI Foot, pour ce que je connais, c'est l'aspect humain. Dans l'équipe, j'ai des coéquipiers qui ont perdu la vue, j'ai des coéquipiers qui sont nés non-voyants, mais à aucun moment on se plaint. On pense juste à jouer, à se faire plaisir, à se faire des passes, à aller marquer, à écouter le ballon. Vraiment, on veut vivre le moment. Et on espère en tout cas qu'on fera vibrer tout le monde en 2024, du moins ceux qui nous soutiendront sport handi. On sera là, bravo. Vous vouliez Riyad réagir, non ? Non. Non, mais moi, j'adore quand il prend la parole parce qu'il parle avec le cœur, avec le ventre, et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi le monde du sport. C'est que c'est vrai qu'il y a la performance, athlétique, physique, le beau geste, mais j'ai adoré quand il a dit on écoute le ballon. Je trouve que c'est hyper poétique, quoi. Et, voilà. Hein ? Moi, juste avant de passer pour j'ai 2 interventions encore, mais juste rebondir sur une chose et faire une analogie, parce que il y a toujours cette petite phrase qui revient et qui parfois, je trouve, est un peu gênante, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de vie en dehors des médias. Et la petite phrase qui dit « les médias ne font pas leur rôle », vous savez, c'est comme ces chanteurs qu'on dit complètement has-been parce qu'on ne les voit pas à la télé. Et pourtant, il existe des dizaines et des dizaines de chanteurs qui vivent toute leur vie de chanteurs de passion, qui tournent, qui remplissent des salles tous les jours, 2 fois, 3 fois par semaine, et qui ne passent pas à la télévision. Et qui ont cette vie. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un peu... Alors, c'est vrai qu'il y a l'opportunité des Jeux paralympiques qui va donner beaucoup de visibilité. Mais aujourd'hui, les réseaux permettent tellement de choses que plutôt que d'essayer d'aller toujours se casser ce mur des médias en se disant mais il faut absolument qu'on ait une bonne visibilité, il y a probablement des solutions technologiques qui vont permettre de trouver des voies de traverse et qui vont permettre de toucher aussi bien le monde. Et je vais vous faire juste une petite analogie mais qui montre bien la chose. Aujourd'hui, la télévision, elle est toute puissante avec la publicité. Ah, voilà, bon moment, en tout cas, ça veut dire qu'on va bientôt conclure. Alors, je vais vite fait vous passer la parole pour les 2 derniers. Mais aujourd'hui, la publicité télévisée qui fait vivre la télévision, il y a peu, j'ai interviewé Alain Lévy, qui est la personne qui a créé Weborama, qui est un des gros acteurs de la publicité sur Internet. Et il me disait... Mais le jour où on aura réussi à faire la preuve qu'on peut aussi bien vendre un nouveau dentifrice, une nouvelle boîte de petits pois ou une nouvelle voiture en ne faisant que de la pub sur Internet, la télévision n'aura plus de revenus. C'est-à-dire que la situation de la télévision, elle est très très fragile. Et aujourd'hui, Internet, de plus en plus, beaucoup d'annonceurs
concentrent 100% de leur budget publicitaire sur Internet et ne passent pas par les médias. Donc le média n'est plus quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose d'intéressant pour avoir une grande visibilité, mais on peut aujourd'hui avoir des chemins qui fonctionnent et qui travaillent exclusivement avec Internet et qui permettent d'arriver au succès, à la notoriété et au fait que le plus grand nombre connaissent votre produit. Donc je pense qu'il faut aussi bien regarder de ce côté-là et c'est vrai que ça serait super que les médias en fassent un peu plus, mais si on n'arrive pas à obtenir ça de ce côté-là, les opportunités technologiques, l'Internet des objets, les nouvelles expériences que l'on peut créer peuvent permettre de trouver et de toucher le public également. Juste, vous allez donner la parole. Je veux bien qu'après, je reviens sur vos propos. Juste Okay, une merci. petite information. Juste 2 interventions et puis on va conclure. Je vous en prie. Alors moi, je passe après-vent, donc déjà le remercier parce que j'ai vu de l'entraînement de Cécile Foot. Allez le voir, allez le voir. Il prend soin de vous, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire lui et son équipe, ils prennent vraiment soin de vous. Vous êtes au milieu de l'entraînement, au milieu du foot, du terrain en fait. Et ils ont une grande attention pour que vous puissiez vivre en même temps ça. Donc c'est vraiment très très bien. Je voulais juste dire un mot, mais ça c'était sur la partie encore la montre connectée. On est près de enfin franchement c'est quelque chose que si on peut tester, je nous y inscris dedans. Bien volontiers. Je voulais revenir sur le numérique et un peu cet environnement. Dans les années 80-90, en France et dans d'autres pays, on avait des vrais problèmes d'accidents domestiques, et notamment chez les enfants. La réponse était de créer la maison géante, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec la grande maison, vous se baladez dedans, on voyait la queue de la poêle qui fumait, on avait envie de la tirer, on était à la place des enfants. Et on s'apercevait que c'était bien la maison et en fin de compte la communication s'est gérée. Il y a eu moins d'accidents domestiques. Bon, c'était une autre vie dans laquelle j'étais à cette époque-là. Dans les années 90, plutôt 2000, l'avènement du numérique qui arrivait, qui avait un certain nombre de difficultés. Je rappelle qu'on était sur de l'internet payant. Je rappelle un certain nombre de choses. On a inventé pour que ça se domestique quelque part. Il y a eu l'invention sur la maison connectée, avec le frigidaire, le tableau numérique. Alors on se projetait et ça a permis de descendre un certain nombre de frontières. Alors avant de venir, j'avais un terme, mais en écoutant notre ami, je voulais inventer la maison du handicap, la maison numérique du handicap. Alors je ne sais pas si... Mais demain, on a un événement qui arrive là, dans les prochains mois, c'est la 5G. Alors tout le monde pense que c'est le téléphone amélioré. C'est pas tout à fait vrai, c'est toute la maison, c'est la voiture autonome, ça va être la prédiction, ça va être le médecin, ça va être plein de choses qui vont être connectées. C'est des millions de connexions. On est en train de construire dans un coin un bâtiment de 60 000 10 000 connexions dans ce bâtiment. Donc c'est pour dire que quelque part, c'est quelque chose qui devient dans notre vie. Et on cherche de la communication. Est-ce qu'une maison... Alors, je vous donne le terme handicap que j'avais avant de venir. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. La maison du handicap pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'en vois tous les jours dans le cadre de mes activités d'association. Ils ont envie d'avoir des choses, ils ont envie de regarder. Et la deuxième chose, si on va dans cette piste-là, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, qui pour moi est un vrai enjeu. Mais ça, c'est mon défaut d'être informaticien, c'est la sécurité. Les personnes âgées sont des personnes fragiles par rapport au numérique. Je pense que les personnes en situation de handicap sont aussi des personnes extrêmement fragiles. J'en vois, elles testent des choses, elles testent plein de choses, et puis elles se font prendre leur compte, leur password, etc. Parce que les hackers, ils aiment bien prendre de l'argent. Au distributeur, il y a des diffusions visuelles avec des chiens qui se sont fait agresser. Dans le métro, il y en a un qui s'est fait arracher, mettre par terre pour avoir juste sa chaîne en or. Enfin, quelque part, on est dans ce monde-là. Et dans le monde du virtuel, c'est exactement la même chose. J'ai vu des startups qui ont sorti des solutions de carte bleue pour les personnes déficientes visuelles ou autres, avec des paiements. Prépayés 20 €, oui, mais la raison, il n'y a pas besoin de sécuriser. Si, il y a besoin de sécuriser, parce que je retire autant 20 € à chaque fois. Sur la carte, j'ai bien le numéro du compte et je peux bien en retirer si je suis un hacker. Donc il y a plein de solutions qui arrivent, mais sur lesquelles il faut vraiment pouvoir les sécuriser. Est-ce que c'est un environnement numérique, un portail numérique de service pour ces personnes,
pour qu'ils puissent se sentir chez eux dans un environnement sécurisé. Voilà, c'est une vraie question. On est dans un environnement technologique avec Orange. Est-ce que c'est le vrai sujet de demain? Merci. Il y avait une dernière intervention et puis le débat va pouvoir continuer parce qu'après ça, on a la possibilité de discuter tous ensemble autour d'un verre. Alors, il y avait une dernière intervention. Oui, bonjour. Laurent, j'ai eu la chance d'être le premier lauréat du hackathon Human to Sport l'année dernière. Moi, je voulais juste revenir sur en fait, finalement, la visibilité de l'handisport. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de nouvelles technologies, d'innovation, de digital, de web. Je pense que justement, ça a rebattu les cartes pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on donne de la visibilité au handisport versus, j'ai envie de dire, le sport plus traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, ces sports-là se remettent eux-mêmes aussi en question pour réattirer les gens dans les stades, pour continuer à garder leur attention en ligne, etc. etc. Donc, c'est à la fois une opportunité, comme vous disiez tout à l'heure, et aussi la problématique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent quand même avec ces gros moyens pour se donner plus de visibilité que les sports qui, eux, partent de plus loin. Mais en tout cas, il y a des vraies opportunités. Et c'est surtout de se dire, finalement, aujourd'hui, c'est plus une question de handisport versus sport, mais c'est multitude de sports versus multitude de sports. Donc comment est-ce que, tout à l'heure on parlait, comment est-ce qu'on raconte les histoires, sur quoi, qu'est-ce qu'on met en avant, donc on parle beaucoup de technologie, mais finalement ce qui va être déterminant, c'est le contenu. Et là aussi je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est quelles histoires on va raconter, c'est comment est-ce qu'on va mettre en valeur ces pratiques-là, les sportifs eux-mêmes. Voilà, on a besoin d'égérie, on a besoin de choses comme ça. Et tant que à ce niveau-là, on sera pas, il n'y aura pas des choses qui émergeront plus concrètement. On pourra toujours utiliser toutes les technologies qu'on veut. Ça va être compliqué de pouvoir donner plus cette visibilité. Voilà, c'était juste. Merci. Juste un petit mot, oui. Riyad, un petit mot et puis on va conclure. Ouais, je vais réagir rapidement sur deux choses. Un, sur le fait que les nouvelles technologies, qu'on puisse être sur les réseaux, je veux bien, c'est une réalité. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le monde des médias nous dit la liberté de la presse, on fait de l'information. Et c'est exactement ce qu'on leur demande. Quand vous avez un champion, qui que ce soit, homme, femme, olympique, paralympique, qui fait péter la Marseillaise à l'autre bout du monde, donnez l'information. C'est tout ce qu'on demande déjà, minimum syndical. Je ne vais même pas aussi loin que mon ami qui dit il faut qu'ils apprennent notre vie, mais déjà, dites, monsieur, madame Intel a gagné le championnat du monde de je sais pas quoi, de je sais pas qu'est-ce. Ça, c'est de l'information. Et là, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Parce que quand moi, je vais voir des chaînes de télé et qu'on me dit il n'y a pas d'audimat et que d'un seul coup, vous voyez 3/4 d'heure de fléchettes, comment vous dire, je veux bien, donc c'est bien un choix. Donc il y a aussi ce choix. Ouais. Et tant que la télé sera encore ce qu'elle est, moi aujourd'hui, comme Michael ou comme d'autres, on est médiatisé, on nous voit à la télé. C'est pour ça que sur nos réseaux, on a du like, du follower, des machins, et on a 30 000 personnes qui nous suivent. Parce qu'à un moment donné, on passe à la télé. C'est pas l'inverse. Et j'ai plein d'autres copains qui sont sportifs paralympiques ou handisport ou sport adapté, qui ont aussi leur Facebook ou leur machin. Et ils sont pas suivis comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas. Il y a ce double effet. Moi, juste l'information. On gagne, on représente la France, donc on vous représente tous. On a des médias. Ils veulent faire leur métier, donner l'information. Après, si vous voulez parler pendant 3/4 d'heure des problèmes de Neymar et de machin, qui pour moi n'est pas vraiment du sport, mais bon, quand je vois la place que ça prend, ça me rend fou. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, je reviens sur le terme cité du handicap. Quand j'ai voulu garder ce mot cité du handicap, il y a un grand communiqué, du moins des gens qui m'ont dit oui, mais c'est pas sexy de mettre le mot handicap. Et je leur ai dit ouais, vous avez raison, on est peut-être un peu trop tôt. Mais si je vous dis que j'habite en face des Invalides, est-ce que c'est sexy? On en reparle dans 10 ans. Bravo. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire un petit mot de conclusion? Si, je vous en prie, hein, allez-y. C'est pas forcément un mot de conclusion, mais justement pour revenir un petit peu sur parce qu'il va falloir qu'on conclue. Là, il est midi 5, donc il faudrait 10 secondes, mais on va pas relancer. C'est en lien avec Riyad. Moi, l'une des meilleures expériences que j'ai eues dans un stade et dans un événement sportif, c'est quand je t'ai vu jouer à Rio et
typiquement, je pense que le rugby fauteuil, c'est l'un des plus beaux sports, c'est l'une des plus belles expériences à vivre, tous sports confondus. Et donc, dans un autre, toujours à Rio, l'un des sports qui m'a le plus intéressé comme pratiquant, c'était le marathon fauteuil. Voilà, je vous le dis, j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça, parce que c'est de la course, mais c'est aussi de la Formule 1, mais c'est aussi de l'aspiration, c'est aussi de la pression sur ses adversaires. Enfin, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et le rugby fauteuil, c'est une expérience, là pour la peine, en tant que spectateur, absolument géniale. Donc là-dessus, sur le rôle des médias, c'est une chose. Si on revient sur l'expérience spectateur, aller dans les stades, il y a des disciplines parasportives, handisport ou sport adapté, qui sont des vraies belles expériences sportives humaines, où on n'a pas besoin d'être en situation de handicap ou d'avoir une familiarité ou d'être concerné par le handicap, puisque moi personnellement je ne suis pas concerné par le handicap. Simplement quand je vois des expériences comme ça, je me dis bon il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de m'engager comme militant. Mais donc c'est justement par la médiatisation et par la publicité autour d'événements importants humains qu'on arrivera à changer les choses et à le faire prendre en conscience ensuite par les porteurs de projets. Je vous en prie. Je vais appuyer ce que tu dis, parce que bon, moi c'était pas à Rio, mais c'était aussi du rugby de fauteuil, et t'étais aussi sur le terrain. Mais une de mes plus belles expériences sportives, je pense que ça a été le tournoi qualificatif de rugby fauteuil à Paris, donc il n'y avait pas besoin d'aller à Rio. Et la France jouait sa place pour les Jeux. Et en face, vous aviez Nouvelle-Zélande. All Black. Voilà. Et je pense que là, la tension était vraiment à son comble dans le stade. C'était au stade Louis Lumière, hein, donc stade très modeste, mais je pense que c'était électrique. Et je pense que, pourtant, j'ai fait quelques stades, j'ai fait les Jeux paralympiques, j'ai vu quelques expériences sportives, mais je pense que celle-là, elle restera là. Donc oui, allez dans les stades, allez dans les gymnases. Il se passe des choses tous les week-ends avec la Fédération Handisport et avec le sport adapté. Il y a les Jeux de l'avenir qui sont un événement mais magnifique, où il y a 700 jeunes qui se regroupent pendant le week-end de l'Ascension. Donc cette année, c'était effectivement à Valence, dans la Drôme, et qui s'affrontent sur 20 disciplines sportives. Mais voilà, moi, ça a été longtemps mon leitmotiv, et longtemps, le week-end, je me disais, ok, je sais pourquoi je travaille. Donc voilà, allez-y sur ces événements, c'est gratuit, ça coûte rien. On parlait d'argent, ça ne coûte rien. Donc si vous en parlez, la télé s'y intéressera sans doute après, les médias s'y intéresseront sans doute après, et le pari sera gagné. Donc là, on a 5 ans pour réussir ce pari-là. On a 5 ans pour remplir les stades des Jeux paralympiques. Comme le disait Marie-Amélie Le Fur tout à l'heure, c'est pas gagné. Effectivement, ça passe, je pense, par des égéries, ce qu'on appelle, nous, des ones to watch. Le CPSF est en train de travailler dessus. Donc voilà, pour le moment, vous êtes quelques-uns dans cette salle, déjà diffusez ce message, allez vraiment dans les gymnases. Il y en a, mais ça se passe partout en France, donc voilà, foncez-y, quoi. Merci bien. Un mot de conclusion? Non, c'est comme vous voulez. Sinon, je conclus. Simplement vous dire que, effectivement, j'ai eu l'occasion de vous présenter deux solutions qui pourraient peut-être faire sens pour améliorer l'expérience spectateur. On a d'autres idées aussi, donc n'hésitez pas à venir me solliciter après cette table ronde. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Juste Yvan, j'ai aussi beaucoup apprécié la finale France-Brésil à Londres. C'était aussi super, mais la fin était moins bonne quand même. Bien. Juste, je vais rebondir sur ce que vous disiez en rappelant que Human to Sport, c'est un think tank, c'est un site internet sur lequel il y a aujourd'hui une veille. Donc n'hésitez pas, si vous avez des solutions comme ça à mettre sur la plateforme, à faire connaître sur la plateforme, on les fera connaître. Il y a un hackathon, mais je pense que Pervenche va en dire 2 mots à partir de la rentrée. Je crois que c'est en octobre. Donc j'espère que cet échange que l'on a eu, qui évidemment ne peut pas être exhaustif, aura en tout cas amené chez certains l'idée de se pencher sur le problème et de se dire tiens, il y a peut-être des solutions intéressantes à développer. Et ce hackathon sera l'occasion de venir brainstormer, réfléchir, trouver des solutions technologiques et pitcher. Donc vous avez quelques mois pour vous préparer. En tout cas, vous serez évidemment les bienvenus. Pervenche, je te place la parole après avoir remercié les intervenants et surtout vous remercier d'être venu nous écouter. Je vous remercie aussi.